Christian. Salut, moi c'est Dan, Christian. Salut mon Christian. Salut! Comment ça va? Super, toi? Tu t'empêches pas de faire un câlin, viens mon gars. Hey, t'as des estiques de beaux shows. Ah oui, il y a toujours des beaux shows. Capoté, man. Tu Tu vas triper sur le studio. C'est beau. Je suis un maniaque de choses. Ouais. Puis il existe le stock market des choses usagées. Des maniaques comme moi, genre un gars qui les a portés pendant 1 an, puis il a gardé la boîte originale, il les a nettoyées, puis il les a revendus. Ça se vend. Ok, tu veux dire, il y a un marché pour ça. Exact. Fait que les Il y a adeptes- un genre de site web, là. Ok, il y a un site web. Il y a un site web que, puis là, ben, tu peux les mettre aux enchères. Et... Juste les sites. Ah ben, regarde ça qui c'est qui est en arrière. Ah. Comment ça va? Bien, toi. Ça va? Il part-tu ce bike-là, tabarnak? Ouais. Ouais, il l'a sorti il y a pas longtemps. Hey, moi, quand Dans l'été j'ai des vu ça, Indiens. j'ai vu ça, j'étais allé en voir un de vos flop-labs, là. Tu sais, il n'y a pas juste le son, j'ai vu que vous tapez des images. Ouais, aussi, là. ouais. J'ai dit, tabarnak, moi, je vais embarquer sur le bike et le partir. Tu demanderas à Daniel si Hey, on va peut-être partir tantôt, Christian. Tu veux la- Question de Non, mais. cet oxymonoxyde. Ouais, c'est ça. Au lieu de ça. Si on veut changer l'air ici de la COVID, là, on va le partir, T'as-tu, puis on va le t'as-tu faire un bien. bike, toi? Hein? Ben, j'en ai eu pendant des années. Ah ouais? Tu sais qu'on est les propriétaires de bike, moi pis lui? Non, je savais pas. Ben ouais. On a des motos vintage, les deux. Pour vrai? Ouais, des petites motos Café Racer. Ouais. Quand j'ai eu ma fille, j'ai vendu. Ça a été terminé. Tu dois te le genre un peu au fond. C'est quoi? Je peux pas conduire un bike de façon intelligente. Il y a du monde de bike, C'est impossible. Ça se peut pas Ah ouais, que ça en tu ait vis un. fou, là. Christian, je peux-tu t'inviter? Oui, oui, oui. À moins que tu veuilles le faire C'est debout, mais Non, 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 non. Ça reste d'être là. C'est ça. Fermez ça parce que. Oui, oui. Martin, des fois, il check ses. Laisse-toi pas surprendre, il check ses affaires, il répond. Non, non, quand le gars il est plat, mais lui, je ne l'arrêterai pas. Tu sais, c'est pas chier, mais Quand je réponds mes courriels, là, ça commence à être là. Tant mieux. Si je te vois faire ça, là, je vais comprendre. Eh, si, man. C'est vraiment beau ton studio. Ah, en merci, passant. merci beaucoup. Très beau. C'est vraiment. Puis tu félicite le bon gars, là. C'est vraiment lui. C'est très beau ton studio. C'était dans mon garage, ça, il y a ça un an. Ma femme a dit, sors ça dehors. C'est comme... T'en as trop. T'en as trop. Fait que tu dors-tu ici? C'est drôle, tu parles. Hier, j'ai dormi ici. Quand tu te chicanes avec ta femme ou ben. C'est drôle que tu fasses ça. C'est juste. Non, tu- J'étais là, ok, on s'en va drôle? On était bien content de te recevoir. Tu te souviens au Facebook Live. Mais là, t'avais de quoi à plugger. Tu sais, t'avais une lancée. Puis de tous les Facebook Live, celui qui avait le plus de tonic, prendre un drink que t'aimes bien, c'est le tien, là. Ouais. Pas parce que, tu sais, il n'y avait pas juste un « Oh, ça va être, c'était quoi notre pivot de la pandémie? » Non, non, il y avait quelque chose, il y avait comme un projet. Il y avait « Je me reviens d'abord, puis vous autres, vous faites quoi? » Ah, on se réinvente, esti. Cette espèce de mot, hein? Tout le monde me disait ça, on se réinvente. Puis vous autres, votre podcast, il est-tu lancé officiellement ou non? Vous êtes en pré... Il est en angle, Martin. Il Faut que tu parles est direct lancé officiellement, il est sur toutes les plateformes. dedans. Bon, là. Puis il est lancé. Tu sais, Il est partout, là. Il est tout partout, ça roule. Ouais, puis Ouais. commencez-vous à avoir des chiffres qui sont en augmentation, puis tout ça? Je sais pas sur si l'écoute? on pourrait dire augmentation. On n'est pas encore satisfait. Là. Ça commence à être pas pire. C'est long. Faut que tu sois patient avec le podcast. Hein. C'est Ah ouais, comme, c'est faut que t'aies de la clair. récurrence, puis Ouais. c'est à la longue, vraiment. Il n'y a pas de court-circuit avec ça, là, tu sais. Mais on veut le rendre performant. Là. Tu sais, c'est ça notre objectif. Là. Mais Là, la formule est écœurante. on s'est donné la première saison pour tout setupé. Là. Puis t'en fais partie. C'est drôle d'ailleurs. Mais C'était du premier épisode. je pense vraiment que le podcast sert à, produire du contenu qui peut s'exploser sur d'autres plateformes. Exact. là, tu sais. Ouais. Des bribes de ce contenu-là. Puis il faut que ça soit dans une stratégie générale qui vous aide à convertir des clients ultimement. Il faut C'est que ça soit dans exactement un ça. funnel de monétisation à quelque part. Il Ouais, exactement. ne faut pas que ça soit juste donné pour donner. Non, on n'est pas là non plus. Depuis T'sais, le début. ultimement, là. il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille downloader un white paper ou chercher un PDF de ci, laisser un email, recevoir une proposition, trouver ça intelligent de quelque chose, puis il faut que ça... Mm. Je pense, en tout cas. Vous me dites quand, messieurs, moi je suis réchauffé. Là. Ah ben nous autres aussi. Ça chauffe. On c'est part, là, c'est- on est de même, nous autres. Il y a du bois dans le four.
Dans le poêle. Dans le poêle? Dans le four. Dans le truie. C'est une truie. Ben, une autre bûche dans la truie. Ah, Je c'est pars ça. ça, OK? C'est bon. Je ferme Vas-y. vos micros, je pars la jingle, puis Yes. have fun. Hey, bienvenue au Flop Lab. Dan, tu sais quoi faire? Je peux pas partir sans ça. Attends, elle était pas complète. On va l'avoir. C'est à la fin de la saison, je te dis, on va l'avoir. Non, C'était on a une shot. notre technique, man. Il y a 2 boutons à driver, il est tout mêlé. Il y a juste deux, un petit jingle. Bienvenue au Flop Dan, Lab. tu m'as pas présenté encore, mais moi, ça me prend la cloche de boxe, s'il te plaît. Trouve-moi ça. Là, c'est pas... Ah oui, c'est vrai, c'est bon aussi. Tu fais la boxe? Il fait de la boxe. Hey, bienvenue à l'atelier 4771 avec H2O Web Media qui nous permet d'être en compagnie d'abord de mon compatriote Martin de la Roseville. Salut Martin, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ouais, toujours ton petit café dans ta tasse Tout le Ironman. temps. Oui, tout le temps. Tu te prends pour Tony Stark, mon maudit Ouais. fraîchier. Ben, c'est pas grave, bienvenue, je suis content que tu sois là. Et j'accueille de ce pas assez rapidement notre invité. On est très content de le recevoir. Il s'agit de Christian Genet de Buddha Station. Salut les gars. Content d'être ici dans votre repère. Écoute, Christian, il n'y a pas si longtemps, je t'appelais live, tu te souviens, lors de notre premier épisode, pour te dire quand est-ce que t'arrives. Tu étais supposé être là au 2e, au 3e. Deuxième vague, pandémie, puis toutes sortes de raisons ont fait que tu n'étais pas là. Mais là, tu y es. Et je dois dire que ben, les autres, je me sentais de même, mais il y a comme une coche de plus de me sentir privilégié aujourd'hui. Pas Ben, Martin, là, mais moi, oui. Je pense que tu peux dire le vrai mot à tout le monde. Là. Je te sens nerveux. Moi, ça? Je suis fébrile. C'est comme un tu sais, quand tu rencontres ton héros. C'est contradictoire. Moi, je m'en allais dire, écoute, c'est correct qu'il est pas venu parce qu'on est rendu meilleur. Là, finalement, il dit que t'es Hey, nerveux. c'est Fait qu'on va vrai, oublier ça. c'est Fait que ça vrai. marche pas, finalement. Ben non. Hey, il est tellement à l'aise au micro qu'il faut que j'essaye de un peu le pousser en dehors de sa zone de, Hey, de écoute, confort. La journée où je vais être nerveux avec Christian Genet, là, moi, je suis plus comme... C'est comme la veille d'une journée de ski. J'ai vraiment hâte. Ou d'une ride de moto. Tu sais, Ouais. ça aussi, c'est le fun. D'ailleurs, Christian nous demandait tantôt si ça va être possible pour Dan de partir cette moto. On pourrait peut-être la partie live à maintenant. Hein? Ben ça, je me disais ça, Dan, tantôt, ça serait cool qu'on arrête de la... Pour ceux qui nous écoutent, regardez notre podcast aussi, Ouais, c'est présent ça. sur toutes les plateformes, on le sait, Google, Apple, mais YouTube, qui nous permet de le regarder. Et on est en Facebook Live, bref, regardez ça. Tantôt, Christian aura sa shot de Dan qui va partir sa vintage Harley, ça va être cool. Ben, d'après moi, c'est COVID-proof. Là. Ça va sentir le monoxyde de Ça va carbone. sentir le 2 Ça va changer l'air. Ça va Ouais, sentir le 2 temps ça- dans le studio. Ça va tuer le virus s'il y en a un, tu sais. Christian, pour vrai, je suis content que tu sois ici aujourd'hui. Moi, quand je pense à toi, je pense pas juste au monde de la boxe, de l'entrepreneuriat ou de l'alimentation, parce que Buddha Station, c'est ça, tu vas en parler. Je pense à leadership, parce que c'était un gars pour qui c'est bien important. Puis je pense à l'expression déboulonner les mythes. T'es le gars avec qui je jase à chaque fois, qui est capable de pas être satisfait, on dirait, de ce qui se dit ou de ce qui se vit, pour essayer de l'emmener à son meilleur, puis tu sais, débusquer là, la vérité, puis la morsure du réel de ça, qui pourrait nous emmener à être un meilleur leader. Je me trompe-tu? Ben, j'adore challenger le statu quo, première des choses. Les grandes phrases vides qui, pour moi, sont faciles puis cheesy, c'est souvent le genre de truc que je veux remettre en question. Puis, ben, tu l'as dit, le leadership, c'est mon dada. Ouais. D'ailleurs, je me sens privilégié durant la pandémie depuis, je te dirais, le 1er septembre à, là, on est fin novembre. J'ai donné 42 conférences sur le leadership, malgré... 42, hein? Ouais, Quand même. malgré la pandémie. C'est vraiment mon dada, puis ça me branche. Puis il y avait du monde qui J'adore ça, t'écoutait, faire là. ça. T'étais pas juste seul. Non, ben, je faisais ça devant ma chambre. là, Ta femme, elle me texte qu'elle est un peu écœurée de l'entendre aussi, en tout cas. J'ai fait 40 pratiques, j'en ai vraiment donné juste 2. Tu sais, le gars. Alors, puis je te crois. ma fille a amené toutes ses amies. puis- Tu sais, je te dirais que t'es un ami d'apiculture aussi, là. Depuis le début, tu as participé à nos événements. On est content de t'avoir. Je veux juste que tu te présentes un peu assez rapidement pour ceux et celles qui te connaissent pas. Ça serait étonnant si tu t'intéresses à la culture d'entreprise, au leadership ou au mindset entrepreneurial qui évolue. Mais quand même, il y a du monde qui te connaissent pas. Tu proviens d'un autre business que tu as bâti. Rappe-moi ça. Là, puis Ben, on je va te m'appelle connaître. Christian Genet, j'ai 45 ans, je suis le père d'une grande fille de 20 ans.
Je suis un maniaque de boxe à en avoir fondé un OBNL qui aide à sortir les jeunes de la rue. Mon motto dans la vie, c'est de faire minimum une folie par jour assumée. J'ai étudié en droit en 2000. J'ai parti dans mon 3,5 avec 500$ sur ma carte de crédit, une business qui s'appelle Sushi Taxi, que j'ai revendu en 2016 pour quelques millions, dans un moment où j'avais jamais eu 200$ de financement sur cette business-là. Quand même. J'avais besoin de vraiment vivre autre chose, faire autre chose. Et puis, j'ai lancé en janvier 2018 Bouddha Station avec la mission de vouloir changer la façon dont les gens mangent en entreprise. Buddha Station, qui au final fait quoi? Au final, on est un service de gestion de repas et collations en entreprise. Alors, on prend en main de A à Z et puis on a développé une technologie qui est en mesure de voir qu'est-ce qui se passe dans les frigos des entreprises en temps réel, de mesurer le froid, par exemple, de mesurer les inventaires, de voir ce qui les gens préfèrent, ce que les gens aiment moins, le roulement, minimiser les pertes, puis chaque semaine de remplir ce frigo puis cette étagère-là, puis que les employés peuvent aller sur une application puis payer. Fait que, par exemple, ici, là, à Apiculture, dans votre studio, on pourrait mettre un petit frigo qu'on brancherait sur notre technologie, puis ça vous permettrait d'aller sur notre application, de voir l'inventaire, de choisir un repas pour 12$, de le payer puis de le déguster sans avoir à partir en auto au Tim Hortons ou whatever. Il n'y a pas de cadenas sur le frigo. C'est la confiance totale qui est là, l'espèce de... Ben, ta question liberté. est bonne. Ça a vraiment été le mindset dans lequel j'ai voulu partir l'entreprise. Je me rappelle même d'avoir chamboulé une grande entreprise du Québec avec ça en disant, ben, si vous voulez qu'on barre ce frigo-là, là, on va vous le barrer, mais ça amène peut-être une question de confiance dans votre entreprise qui est pas mal plus large que le fait qu'il manque un lunch à 10$. Là. C'est clair. C'est un bon point. Alors, mais C'était-tu vrai? Tu le constatais? ben en fait, c'était pas moi qui étais en contact direct avec cette entreprise-là. Nous autres, on l'assumait de le dire comme ça, Ouais. mais il y a certaines entreprises où il y a trois chiffres de travail et tout ça, puis que ben là, il a fallu amener la technologie qui est barrée et on l'a maintenant. OK. Ah ouais, hein? Ouais. C'est pas notre dada, on n'aime pas ça faire ça, mais on l'a maintenant. OK. Pourquoi l'alimentation? C'est vrai, hein? Ouais, je suis tombé dedans, moi, parce que au départ, je suis un artiste, je suis un maniaque aussi de bouffe. Je me suis tout le temps entraîné, puis en 2000, je me suis parti en affaires plus par un besoin immense de liberté. Puis je revenais de Vancouver d'un moment très dur de ma vie. Puis ça a été ma façon de m'exprimer, de dire, ben, aussi simple qu'on ne peut pas se faire livrer autre chose que du poulet ou de la pizza à l'époque. Je capote ces sushis, je vais l'essayer. Fait que ça a été un coup de tête, puis je suis parti comme ça. Je suis tombé dans la marmite, j'ai toujours aimé l'alimentation, puis ça fait partie un cycle où mieux dormir, bien manger, boire moins, travailler de façon plus intelligente, s'entraîner, puis c'est ça. Voilà. C'est vrai, parce que ça fait 2 fois que tu fais un peu le même modèle, dans le sens que quand tu as sorti les sushis, tu dis, écoute, pizza poutine, c'est bon, mais j'aimerais peut-être me faire venir quelque chose de santé. C'est vrai, il y a toujours Par ça. les sushis, là, tu regardes l'entreprise, même problème. Paf, fait que tu amènes une solution santé, fait que c'est un pattern que tu répètes. Non? Ben, la deuxième fois, je te dirais, là, je suis parti d'un idéal. J'ai pas voulu créer une business là, très, très encadrée. Je me suis dit, il y a des choses de mon ancienne vie d'entrepreneur avec Sushi Taxi que je veux plus répéter, qui sont un turn-off pour moi. Je vois une brèche dans le marché avec l'opportunité, dont la techno, dont le mot santé. Fait que je vais créer de quoi là-dedans, puis je veux que ça soit dans des entreprises. Fait que je suis parti d'un idéal. Puis à partir de là, ben, on a fait beaucoup d'hypothèses pour en venir à ce qui est devenu maintenant Bouddha Station, qui fait place à beaucoup de technologie, puis beaucoup d'expérience client, plus que la bouffe même. Mais là, je suis sûr que le monde nous écoute puis ils se disent, ouais, lunch santé au travail, on entend parler de plus en plus qu'il y a de moins en moins de gens qui se pointent au travail Ouais. dû à la pandémie. C'est quoi la situation actuelle de Bouddha Station liée à ça? Rapidement, là. Première crise, premier confinement, on a perdu 100% de nos clients. 100%. On s'est reviré de bord, on a parti un mouvement Bouddha solidaire. Ouais.
on livrait au lieu de livrer en entreprise, on livrait en télétravail, puis on doublait les commandes pour les banques alimentaires. Il y a eu un éclairci début juin. On a reparti nos frigos en modèle entreprise. Ça a bien fonctionné. On a réussi à aller chercher ce qu'on avait bâti dans d'autres environnements. Des pharmacies, des écoles, des manufactures, des industries, toutes sortes de choses. Et puis, au deuxième confinement, là, on a perdu 31% de notre chiffre d'affaires. Et là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est de retour. On est, je te dirais, à 105%. On a passé d'une entreprise qui était en mode survivre à mode croissance. Là. Puis là, j'étais à travailler à accélérer cette croissance. Parce que la demande est revenue. Oui, ben en tout cas, nous, ça nous a permis d'explorer beaucoup d'autres environnements. OK. Puis de voir à partir du moment où on perçoit un nouvel environnement, comment on fait pour l'exploser, cet environnement-là, puis se faire voir ailleurs. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que les nouveaux marchés que tu es allé chercher s'additionnent à ton marché qui nous a lâchés, qui va revenir. Oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, tu t'es comme créé une business à côté qui va venir embarquer sur le tas de tes clients qui vont venir. Là. Ils sont juste en pause en ce moment. Là. Mais si je peux même te dire, quand les bureaux vont réouvrir, les clients qu'on avait qui sont sur pause vont capoter où ce qu'on est rendu. Là. La business est rendue ailleurs. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, on a une série de clients en attente qui attendent que le bureau réouvre pour qu'on déploie chez eux. Mais on est prêt, je te jure, ça va... Moi, ce que j'aime, Christian, c'est qu'il fait partie de la gang. T'sais, on dirait que le COVID, ça nous a brassés en tant qu'entrepreneurs. Ça nous a tous sacrés dans le coin. T'en as une gang qu'on dit, on met la pédale au fond. Puis t'en as une gang qu'on virait chevreuil sur l'autoroute. Là. Puis toi, tu fais partie de la gang que, à ta peu. Là. C'est un autre business pour pouvoir en profiter, pour la repenser, la réinventer, la raffiner, pour arriver avec un modèle qui est 1000 fois plus performant. Fait mais tu sais, je t'écoute, là, je suis pas tant du genre à vouloir réagir comme un chevreuil là, trop vite puis se revirer de bord dans tous les sens. J'ai horreur des entreprises, qui sont des manufactures de tapis puis que là, ils se trouvent les champions du monde à se mettre à vendre des masques. Là. Je crois pas trop à ça. Là, c'est ça. Opportuniste. Moi, je suis plus pour la cohérence puis aussi la pérennité. Là. On va pas se mettre à vendre des chouclacs là, pendant 2 ans puis après ça, essayer de ressusciter le modèle quand les bureaux vont réouvrir. Pour moi, il fallait que ça soit lié. Cohérent puis qu'il y ait une pérennité aussi après la crise. Je suis d'accord. C'est important pour moi, ça. Là. Je suis tellement d'accord avec ça. J'ai vu, puis écoute, je me suis fait proposer de partir des choses. Écoute, là, tout le monde se lançait dans le savon à main, puis dans le désinfectant, puis dans... Je comprends, mais à un moment donné, il va y avoir une fin, puis tu vas avoir mis combien d'argent, puis combien d'énergie, puis tu vas avoir brassé ta gang pour une business qui va durer combien de temps. Focus sur ce qui... Écoute, c'est ça, à un moment donné, il y a une fin là, au COVID. On a bâti la prochaine affaire de ta business qui va être là pendant 20 ans. Il y a ça, puis aussi l'opportunisme déjanté que j'appelle. Si tu, par exemple, manufactures de l'alcool dans un moment où on a besoin d'aide de la société, puis qu'une bouteille de Purel, ça coûte 12$, c'est pas normal, puis tu peux aider, c'est bon. Un petit clin d'œil à notre ami Nicolas Duvernois. Mais, joue-nous pas la carte que tu t'es réinventé puis comment t'es sorti de la crise. Je suis d'accord. Hey, calvaire, t'es-tu en train de me dire qu'il se vend plus d'alcool, là? C'est to the roof, là. Les gens prennent plus de gin ni de vodka. C'est ça. Bon. Ça devient presque irrespectueux pour les vrais entrepreneurs. Comment j'ai réinventé ma business durant la crise? Ben, attends un peu, là. Si durant la crise, tu sais, ta bière, ta vodka ou ton gin ou ton eau de vie, elle se vend plus, c'est pas normal, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que si ta réponse à ça, c'est de vendre des masques ou du Purel... Je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de commercialisation de ça, là. Cette espèce de « je suis un entrepreneur qui me réinvente », là. Ouais. Mais somme toute, je suis content que Bouddha Station soit back on track, comme on dit. Ça, c'est cool, pas à peu près. Mais là, on l'aime un peu trop. Il faut entendre plus son flop. Ah ouais, bring it on. Non, mais on sait qu'on l'aime. Là, puis quand tu te souviens, le premier épisode, j'ai dit, on part un podcast, on va s'appeler le Flop Lab, puis on a tout de suite pensé à toi. Mais on dirait qu'on a de la misère à le ramasser. On le connaît trop. D'habitude, on les connaît pas. On rentre dedans, c'est facile. Puis lui, il est habitué d'esquiver, tu comprends, recevoir des jabs. Là, mais plongeons dedans, parce que tu sais que le concept, c'est il y a le moment du flop, puis nous autres, on aura notre moment du lab. Puis d'ailleurs, que vous pouvez écouter là, le moment du lab. Moi, j'aime toujours savoir que les gens l'écoutent puis ils disent ça me donne le goût d'écouter le flop parce que vous avez sorti des affaires là-dedans.
C'est quoi ton flop, Christian Genet? Écoute, sans farce, moi je voulais parler, si tu me dis Flop Lab, là, je me suis dit, ben les gars, le Flop Lab, si tu vas, finalement, vous autres, là, le flop, c'est votre podcast ou non? Mais c'est on se pose encore la question d'ailleurs. agace. On a 12 auditeurs. Vous agace. Oui, c'est un flop. On va Vous agace. s'inviter à notre propre podcast pour expliquer que le podcast est un flop. Mais ma question, là, la première, c'est de dire, c'est quoi un flop? Hein? Ouais, OK. Tu sais, Bonne question. parce que je sais qu'on s'est challengé là-dessus, Pierre-Luc puis moi, puis t'es peut-être pas au courant, là, Martin. Je disais que j'ai horreur de l'échec. On est dans un moment en société où on dirait on fait l'apothéose de l'échec, puis c'est rendu cool, puis pas grave l'échec. Tu sais, il y a même des fail camps et tout, puis l'échec est une opportunité d'apprendre. Regarde, l'échec, ça fait mal et ça laisse des cicatrices. Et si tu es capable de l'éviter, tant mieux. Tu ne veux pas vivre ça. Ça, c'est moi, ce que je pense de l'échec. Maintenant, si tu es un entrepreneur, si tu es un athlète, peut-être que tu es comme moi aussi et que c'est exacerbé encore plus dans le sens où je suis un winner dans la vie. Je suis un winner que ça peut friser l'obsession parfois. Je travaille beaucoup cette obsession-là, mais si je joue aux cartes avec ma tante à Noël puis elle me monte un nouveau jeu, c'est sûr que je vais la torcher d'ici à la fin de la soirée. Tu comprends? Alors, Ta tante à Noël, c'est une chance. non, mais je suis un winner dans la vie. Fait que là, ouais. ça te dépeint de quelle façon. Tu sais, fais-moi pas l'apothéose, l'apologie de l'échec. J'ai horreur de l'échec. Ouais, ok? je comprends. Puis, tu sais, en même temps, je pense que tu peux avoir un échec retentissant dans ta vie. Ça va arriver. Prends sur toi. Tu vas t'en sortir, puis ça fait pas de toi quelqu'un qui est fini. Si tu as un échec, par exemple, dans le sport, mais ça veut pas dire que tu es fini. Ça veut dire que peut-être que tu vas faire d'autres sortes de sports, peut-être que sûrement que ça va bien dans ta vie personnelle, familiale ou professionnelle ou whatever. C'est pas parce que tu as un échec dans une sphère de ta vie que tu es un raté. Tu comprends? Mais moi, les échecs, je vais tout faire pour les éviter dans la vie. Définitivement. Mais t'es-tu en train de mettre des degrés? T'sais, on dirait qu'il y a quelque chose comme il y a la simple erreur, il y a, ça c'est un échec, puis il y a le flop. Bon. Tu sais, je sais pas, y a-tu comme... OK, fait que, tu sais, si on parle business ici, Ouais, là, ouais. par exemple, ben, pour moi, par rapport à la vision d'une entreprise, OK, j'ai une vision très claire avec Bouddha Station. On veut rejoindre 250 000 personnes par mois avec nos repas en entreprise. La vision, c'est ça. OK? L'échec, c'est que l'entreprise meurt. Pour moi, l'échec, c'est que l'entreprise meurt. Fait que il y a une série de choses dans notre quotidien, disons, dans les prochaines années, qu'on va expérimenter, puis il y a des expérimentations qui ne vont pas fonctionner. On va essayer plein d'expérimentations, là. Ceux qui ne vont pas fonctionner, on va les tuer rapidement. Puis ceux qui vont bien fonctionner, on va les propulser, on va les exploser, on va double down on that, tu sais. Puis ces expérimentations-là, il faut en faire le plus possible. Et d'ailleurs, c'est ce que racontait Jeff Bezos. Il disait, nous autres, dans quoi on est vraiment bon, c'est d'expérimenter le plus possible puis le faire rapidement et tuer ce qui ne marche pas rapidement. Mais je pense que quand tu es un entrepreneur, ça, il faut que tu installes cette culture-là dans ton entreprise. Tu sais, que tu n'as pas la science infuse sur qu'est-ce qui va marcher ou pas, quelle direction prendre ou C'est pas. un peu ça la culture d'innovation. C'est d'essayer des patentes, comme tu dis, c'est bon, flusher ce qui marche pas le plus rapidement possible. Exact. Puis si je continue sur les phrases de C'est bon. Jeff Bezos, moi, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup touché puis qui me drive encore aujourd'hui. Oui, il a dit ce que tu as dit. Il a dit aussi, si tous les entrepreneurs avaient une vision internationale de leur business dès l'année 1, toutes leurs premières décisions seraient différentes. Ben, définitivement. Mais écoute, mettons que tu l'as pour 10 ans, OK, puis que tu veux pas aller à l'international, dans tes décisions au quotidien, par exemple, comme nous, on vient d'investir sur un siège social, ben, tu t'investis pas sur un siège social avec tes besoins actuels. C'est ça. Tu t'investis avec les besoins que tu vas avoir d'ici les 5 à 10 prochaines années. Exactement. Parce que sans ça va être à recommencer dans 2 ans. Et ainsi de suite dans la technologie, dans toutes sortes de sphères, tu sais. Fait que, pour moi, un échec, Pierre-Luc, c'est quelque chose que je veux éviter le plus possible. C'est quelque chose qui peut arriver dans la mesure où, si tu es un entrepreneur, le risque fait partie de l'entrepreneur. Alors, il y a une notion de risque qui est nécessaire pour être un entrepreneur. Il y a une notion aussi de risque calculé. Okay? Puis,
dans tout ça, il faut que tu expérimentes puis que tu sois intelligent. Par exemple, si on prend une mauvaise décision par rapport à une sphère de l'expérience client, ça ne va pas tuer notre business. Si on manque de cash flow, dans le moment de la crise, ça va probablement tuer notre business. Si on va chercher des clients, ça va super bien au marketing, ça va super bien aux ventes. Quand on les déploie dans l'entreprise, on ne réussit pas à les garder parce que notre produit est poche. Ça va tuer l'entreprise. Fait qu'il y a des expérimentations qui ne vont pas tuer ton entreprise, mais il y a des choses vraiment à garder à l'œil qui peuvent amener un fail dans ta vie. Mais attends, mais t'es en train de dire que pour appeler un flop, c'est parce que ton entreprise elle a échoué. Il y a une faillite, il y a quelque chose. En fait, j'ai voulu le définir pour que toi, tu te positionnes là-dedans à dire, attends un peu, là, on parle pas d'un échec qui va tuer un projet. Nous autres, on parle de quelque chose, on veut rire d'une expérimentation ou quelque chose qui a mal été, puis ça a fait mal un peu. On parle pas on parle pas d'un fail dans ta vie, là. Mais quand j'ai pensé à ta question, on dirait que, puis là, tu fais une coupe là, qu'on entend ici, Martin, là. Je me suis dit, c'est vrai, pareil, c'est quoi un flop? Puis l'affaire qui m'est revenue, on dirait, c'est il n'y a personne d'autre à blâmer que toi quand c'est un flop. Okay. Tu sais, on dirait que c'est comme la notion d'imputabilité. Parce qu'il y a des affaires qui vont arriver, par exemple, la pandémie actuelle. Hey, vous n'êtes pas fort, réseau hôtelier, que c'est virez-vous de bord. Non, à un moment donné, ça les affecte. C'est pas entièrement pas du tout de leur faute, en fait, là, même dans ce cas-là. On a reçu quelqu'un ici, Louis Aymon, tu te souviens, inondation Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tu sais. Pas il a fort. tout perdu. Franchement, t'aurais dû déménager avant d'avoir l'inondation. Tu peux pas y dire ça, ce gars-là, il a tout perdu. Exact. Tu sais, c'est pas un flop, ça. On était rendu ailleurs, là, veux pas. J'avais l'impression, en tout cas, je sais pas là, si Martin t'as autre chose, mais c'est comme si l'athlète, pour reprendre ton expression, il s'est fait coacher, fine. Mais tu sais, moi, je suis un joueur de tennis, là. J'aime beaucoup le tennis. Il n'y a personne d'autre à blâmer que moi quand je suis sur le terrain. C'est fatigant, ça. C'est dans ce sport-là, en tout cas, là, parce que des fois, c'est un sport d'équipe. Puis, honnêtement, mon analogie n'est pas très bonne pour une entreprise parce qu'on est surtout dans le sport d'équipe. Mais si je joue un peu trop en solo. Mais je pense que le flop, c'est surtout ça. Quand on arrive à quelque chose, c'est calique. Si tu savais, tu aurais pu faire autre chose et tu l'as pas fait. Mais ton exemple est quand même bon parce que quand tu es un joueur de tennis, tout repose sur toi puis c'est une méritocratie totale. Exact. Fait que ton père ait du cash, que tu ailles le meilleur entraîneur au monde, que tu ailles des souliers neufs puis un super outfit, on s'en fout. Faut que tu gagnes. Point final. That's it. Bon, ben moi, je vais te dire une chose. Pour moi, un fail, ça fait mal. Je veux l'éviter le plus possible. Puis, c'est pas vrai que c'est pas grave un fail. Ouais. Parce que si c'était si cool que ça, un fail, là, c'est drôle. Finalement, ce serait pas grave. Le Canadien serait la meilleure équipe au monde. Hein? Non, mais tu sais, qui c'est qui a dit que c'était pas grave avoir un fail? Ouais. Tu sais, ben, si c'était pas grave, le Canadien serait une bonne équipe de hockey. Ouais. Hein? On est d'accord avec ça, là? Non, c'est pas le cas. Bon. Fait que. Mais Christian, ça fait mal, mais ça fait mal où? C'est une bonne question, ça. Ça fait mal directement au cœur. Puis pour moi, c'est relié, je te réponds en esquivant un peu, là, mais pour moi, c'est relié à la sagesse. La sagesse, là, c'est pas d'avoir des cheveux blancs. La sagesse, pour moi, là, c'est comme une cicatrice là, qui épaissit là, avec des erreurs que tu as faites. Puis qu'il ne se sépare jamais de toi. Tu comprends? Je vais t'en compter une, parce qu'on parle de flop. Pour moi, c'est un flop solide. J'ai démarré ma vie professionnelle, moi, à temps partiel dans les clubs de danseuses. J'étais gérant en 97, en plein milieu de la guerre de motards. J'allais à l'université, puis j'étais gérant à temps plein dans un club de danseuses, dans un milieu qui était contrôlé par les motards puis la mafia. Dans un moment où il y avait des bombes qui explosaient, il y a eu des meurtres. J'ai été témoin de ces choses-là. J'étais moi-même... j'avais un ange gardien qui était membre en règle des motards. Et puis, à un moment donné, il s'est fait passer, ce gars-là. Ça s'est mis à se corser. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. J'ai eu des menaces physiques, verbales. Mes parents ont été séquestrés, ont eu des menaces. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. Puis je me suis sauvé pendant plus de 6 mois. Je me suis ramassé où j'avais plus d'amis. J'avais plus une Christie de scène. Je suis passé du gars qui se prenait pour le king parce qu'il faisait des gros salaires. Il
il se prenait pour une rockstar parce que c'était le milieu des femmes, du rock'n'roll, de la drogue puis du faux pouvoir, tu sais. Et je suis passé de ça à un total inconnu, fail, qui plus est pourrait disparaître et qu'on veut faire disparaître puis que ça paraîtra même pas. Fait que, est-ce que ça laisse une cicatrice? Oui, à jamais. Il n'y a pas une journée de ma vie que j'y pense pas. Il n'y a pas une journée de ma vie que je prends une décision sans l'ancrer sur mes valeurs qui sont diamétralement opposées à ça. Il n'y a pas une journée de ma vie que j'agis en leader en me mettant à l'esprit qu'il ne faut pas que je sois un boss. Puis j'ai déjà été un boss dans ces conditions-là où justement, j'étais un gars qui était plus un dictateur puis qui donnait des ordres, qui était un gars inspirant puis qui motivait, tu sais. Alors, ça, pour moi, c'est un fail. Est-ce que j'aurais voulu l'éviter? Mon chemin m'a mené là. J'aurais dû l'éviter. Je venais d'une famille en plus. J'ai été mené par là, par l'appât du gain, par la facilité, par le côté rock'n'roll, par mon TDAH, par l'appât des femmes du côté rock'n'roll. Je voulais être une rockstar, jouer de la guitare. Ça allait tout avec, tu comprends? Mm-hmm. Est-ce que ça a fait ce que je suis devenu? Mais oui, j'ai une grosse cicatrice. Tu sais. Mais là, t'en parles comme un fail, mais si je comprends bien, l'homme qui est devant nous aujourd'hui s'est bâti sur ce fail-là. Fait que, est-ce que, je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu considères encore ça comme un fail? Totalement. C'est un côté de ma vie que si j'avais été intelligent, si j'avais été plus mature, j'aurais pu éviter. Si un jour je voyais ma fille qui s'en allait vers ce milieu-là, d'ailleurs, je ferais tout pour la retenir puis la motiver à dérailler de ce milieu-là. Mais ça, c'est un bon point que tu dis là, parce que c'est souvent la preuve d'un fail ou d'un flop, c'est qu'on veut l'éviter pour les autres. J'éduque mes enfants qui sont encore jeunes aujourd'hui. J'ai été un décrocheur scolaire, puis le point de sensibilité que je remarque, c'est que il est en maternelle, mon plus vieux, puis s'il me dit « ça me tente pas », je te dis, j'ai « oh wow », là, le décrocheur en moi qui veut tellement pas qu'il aille là où je suis allé. Là. Je trouve que ça, c'est une marque de... Tu sais, je comprends là, ce que tu veux dire, Martin, en disant « aujourd'hui, tu te bâtis là-dessus », je peux me dire ça moi aussi. Mais c'est drôle comment je veux pas qu'il aille là. T'sais. Je suis d'accord, mais s'il a fait 46 conférences en plein COVID sur un message... 42, c'est qu'à quelque part, c'est à cause de ça, de cette richesse-là de l'homme que tu es devenu, qu'a un chemin atypique. Tu aurais le même discours que tu es sorti de l'université en chemise blanche, puis que tu as eu le chemin parfait. Est-ce que vraiment aujourd'hui, tu serais l'entrepreneur inspirant qui drive ton équipe avec cette énergie-là que tu as aujourd'hui, qui fait bénéficier de cette richesse-là? Je sais que c'est tout le temps la même affaire de... C'est pas nouveau, ce discours-là. Là. On s'entend, là, on n'est pas en train de... Mais à quelque part, je pense que ça forge les personnes, puis les personnes les plus riches sont ceux-là qui, à quelque part, ils ont eu des fails qui étaient marquants. Là. Fait que ça revient à mon hypothèse de départ, je veux dire, là, de dire que si on peut l'éviter, on va l'éviter. C'est pas vrai que c'est pas grave. Ça fait mal. Puis, est-ce que... vais-je en mourir? Non. Tu comprends? Ouais. Est-ce que je suis devenu un itinérant? Est-ce que j'ai eu des problèmes mentaux? Est-ce que ma vie était finie? Est-ce que je me suis suicidé? Non. Okay? Est-ce que ça a fait mal puis ça laisse des cicatrices? Oui. Est-ce que demain matin, je sens que ma fille passe sur ce chemin-là, je vais essayer de l'éviter à tout prix? Oui. Clairement. Mais c'est drôle. Il y a une parenté, il y a une certaine parenté, une connexion, je dirais, entre certains flops. C'est souvent se la jouer cocky, là. Tu sais, se prendre pour un autre. Il y a eu André Paiement, tu te souviens, qui était un peu là-dedans, tu sais, un peu Jean-Sébastien Boiteau, il n'y a pas longtemps aussi. Il y a toujours ce petit côté, dû à l'éducation, dû à peu importe là, ou à ce que tu as vécu dans ta vie. Ce que je comprends, c'est que le fail de ça, c'est d'avoir voulu devenir on the top puis se prendre pour un autre, plutôt que de respecter un peu ce qui tu étais. Tu sais, c'est un peu ça, finalement. Ben, c'est avoir voulu à tout prix être une rockstar. Puis... Pour t'avoir entendu, si je te coupe, là, juste parce que juste t'emmener dans l'autre idée que j'avais, c'est pour t'avoir entendu dans la conférence, peut-être pas dans les 42 dernières que t'as faites, là, mais je t'ai entendu en masse, là, tu parles aussi de ton leadership un peu raté dans le groupe Sushi Taxi. Puis c'est un peu lié à ça, finalement. Ben, totalement. J'étais un être en transformation, mais
quand j'ai parti mon entreprise au départ, j'étais un gars qui sortait de ce milieu-là. J'avais mariné dans une sauce où ce que être patron, c'était avoir ton nom sur une pancarte dans le stationnement, puis c'était de lever le ton, c'était de menacer, c'était de foutre un employé direct à la porte en plein milieu d'un chiffre de travail, c'était de faire des menaces même jusqu'à physique, tu comprends? Alors pour moi, être patron, c'était ça, là. Puis c'était le chemin vers lequel j'avais appris, tu sais. Fait que oui, ça a été au départ un fail, tu sais. C'est tout le contraire du leadership qui, à la base, tu dois créer un sentiment de confiance parce que leadership implique équipe, qui implique équipe implique relations humaines. S'il n'y a pas de confiance dans les relations humaines, il n'y a rien de possible. Mais on s'entend que ces comportements-là sont à l'inverse de vouloir créer de la confiance. Puis tu sais, quand on l'écoute, là, quand il parle de devenir une rockstar, lui, sa façon à lui, c'est un mélange de barre de danseuse avec une guitare électrique, etc. Mais on a eu des entrepreneurs qui ont voulu être des rockstars en veston-cravate, là, on s'entend. Là. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, il y a une question de... Il y a une question d'ego là-dedans, de devenir. Fait que, écoute, Totalement. lui, c'est dans un bar de danseuse, mais je connais des rockstars dans des chambres de commerce aussi. Fait que c'est la même affaire. Fait que, mais là, la différence, c'est qu'il a appris à travailler en équipe, puis de ne pas chercher à l'ego personnel, puis de devenir la star de quelque chose, puis qui cherche, comme lui, c'est d'avoir de l'argent facile. Il y en a en affaires qui cherchent la façon facile de faire de l'argent, de grandir le plus rapidement possible. Ils vont détruire du monde en montant. C'est le même chemin. C'est juste que le saut n'est pas pareil. Quand est-ce que ça s'est passé, puis qu'est-ce qui s'est passé, Christian, où t'as fait arc? C'est pas le leader que je veux être. Je sais pas que c'est. J'ai jamais entendu ça. En fait, personnellement, moi, j'ai recommencé à m'entraîner puis à avoir un régime de vie sain. J'ai recommencé à boxer. À travers la boxe, là, ça m'a amené du focus. Fait que ça m'a amené de la focus sur mon entraînement. Ça m'a amené aussi qu'une heure par jour, je mettais à off mon cerveau complètement, là, parce que tu as besoin de toute ta concentration quand tu fais de la boxe. Ça m'a amené une espèce d'équilibre émotif après ces entraînements-là, à être plus calme. Puis là, ça m'a amené à comprendre des notions comme j'aimais apprendre dans la vie. Des notions de partage de connaissances, partage de tricks, puis des notions d'humilité. À la boxe, l'humilité, là, quand tu es un gars avec de l'ego comme j'ai pu avoir dans ma vie là, au départ, ben, l'humilité, tu l'apprends entre les deux yeux. Là. Ça fait boum, puis on appelle ça une commotion cérébrale. Moi, j'ai vécu ça dans le monde des affaires comme patron dans un moment où j'étais pas capable de retenir mes employés. Je présentais quelque chose à tout le monde, j'avais des idées, mais on n'était pas capable de les amener parce qu'il n'y avait personne qui y croyait et voulait me suivre là-dedans. Le changement s'est fait de manière personnelle en premier, puis là, je me suis mis à me questionner, à savoir, Colin, mes valeurs, il y a comme un gap entre ce que les gens m'ont connu au départ dans ce projet-là, puis ce que je suis devenu. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la réalité de ce que je suis devenu, puis j'essaie de me justifier que je suis devenu ça, mais mes anciens comportements font encore mal, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup ça, là. Mais moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, l'ego, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, ils en ont de l'ego, là. Puis ils n'ont pas le choix d'en avoir, hein, pour ça. Exactement, mais C'est là, je ça, voudrais l'affaire. t'emmener là. Parce que là, souvent, quand tu parles d'ego, tu parles au passé. T'es-tu un gars qui, aujourd'hui, a de l'ego? J'essaie de n'avoir le moins possible. C'est de la merde, l'ego. Trouve-moi une situation dans laquelle ça sert à quelque chose. OK. Mais qu'est-ce qu'on dit comme message à un entrepreneur qui a de l'ego, qui est donc 95% du marché québécois en ce moment? On leur dit quoi? Ben, en partant, je pense qu'il faut que tu regardes c'est quoi la notion de succès de ton projet. Si c'est relié à l'ego, tu as le droit de faire les choses par ego. Si toi, ça te plaît et ça te rend heureux, c'est parfait. Mais si tu veux pas être dans l'ego, je pense que la notion de succès de ton entreprise ne doit pas être dans l'ego. Puis là, après ça, est-ce que tu as des comportements qui sont en lien avec cette notion de succès-là? Oui ou non? Probablement que tout ce qui te nuit et qui déraille, c'est quand tu as mis de l'ego. C'est ce que je pense. Fait que ce que tu dis, c'est que on revient à notre sujet qui est quand même la culture à quelque part. La première affaire à mettre de côté, serais-tu d'accord de dire que c'est l'ego? Première étape. Avant de faire quoi que ce soit comme transformation de ton organisation, mets ton ego dans le garde-robe. En plus, c'est la base de la communication. Ouais, mais C'est quoi l'action la plus précieuse de la communication? C'est l'écoute.
Si t'es dans l'ego, t'as pas d'écoute. Mais Si fais-moi t'es donc dans la l'ego, différence. tu veux revenir, tu veux répondre, tu penses à renchérir, à faire valoir ton point, à avoir raison. C'est tout des choses inutiles en communication, ça. Quand tu communiques avec quelqu'un et tu as une conversation, tu veux pas avoir raison. Tu veux te comprendre. Qui a raison, là, en affaires? On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est se comprendre. Tu veux pas puis avoir prendre raison, la tu veux te meilleure comprendre. décision en fonction de la destination de l'entreprise. C'est quoi la différence entre l'ego et la fierté? T'es-tu un homme fier? Je suis un homme très fier. Je suis un Explique-moi homme la très différence. fier. Ben, la fierté, là... OK. Moi, je pense que la différence entre la... C'est quoi l'ego, là? Puis c'est quoi la fierté? Moi, je suis un gars fier. Ça, c'est avoir une colonne vertébrale. Avoir une colonne vertébrale, c'est dire, je connais mes valeurs. Je connais qu'est-ce qui me rend unique. Je sais qu'est-ce qui sont mes forces, qu'est-ce qui sont mes faiblesses. Puis l'ego, là, pour moi, c'est la devanture. Mais la devanture, là, si t'es dans l'ego, là, tu fais le gars qui a tout le temps confiance en lui, qui est tout le temps au-dessus de ses affaires, qui a rien qui l'atteint, qui est jamais émotif, qui a tout le temps raison, qui est jamais vulnérable. Là, t'es dans l'ego. Mais moi, là, si je suis vraiment dans mes valeurs, je suis très ancré. Si je connais ma personnalité, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, là, mon ego, je le laisse aller, là, je deviens avec une devanture molle qu'on appelle. Fait que quand je suis pas certain, là, je suis capable de le dire à mon équipe. Pas sûr que c'est la bonne décision, mais on va l'essayer. Gang, on est à risque, puis savez-vous quoi? J'ai peur. Mais là, je vais pas laisser tomber. Je veux juste savoir si vous êtes avec moi là-dedans, puis C'est bon. vous saisissez l'enjeu pour que dans les prochaines semaines, on prenne des actions qui vont être en fonction de ça à temps plein. Parce que c'est risqué, là, on peut échouer. Mais il va falloir laisser des feux brûler pendant ce temps-là, je vous le dis. Mais ça, si on laisse ça aller, on va échouer. Ça me stresse, je ne vais pas paniquer, mais je suis là-dedans. Ben, quand tu es dans l'ego, oublie ça, Martin, t'avoues pas ça à ton équipe. Celui qui est dans l'ego, là, s'il est sur Instagram, man, dans sa piscine avec sa licorne, tu sais, c'est sacrifice. Mais j'aime vraiment ça. Écoute, parce que je me mets dans la peau des gens qui ne font pas cette différence-là entre la fierté et l'ego. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment le côté intrinsèque. La fierté, c'est la colonne, c'est l'intérieur, c'est se connaître avec une transparence puis une honnêteté à tout casser. Puis l'ego, c'est ce que tu fais transparaître à l'extérieur. Puis ça, c'est vrai que... Parce que souvent, on est porté à mettre ça dans le même cours. Ouais. Puis pourtant, c'est deux cours complètement différents. C'est pas la même place. Mais Il y en a une que c'est le costume, puis l'autre, c'est l'intérieur. c'est pas réglé, ça. J'ai encore des questions. Il y a quelque chose à développer là-dessus. Là. Ouais, moi, c'était clair, là. Non? Tout à l'heure. C'est quoi? C'est tout le temps, tu sais, Grande B, 1 heure plus tard. Grave B. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais votre podcast est en train de flopper pour vrai parce qu'on n'est plus sur le sujet. On parle d'ego, on parle de définir la notion de succès, la notion d'insuccès. C'est quoi le fail? Que j'ai horreur du fail, que je suis un winner. Sérieux, votre animateur il a perdu le contrôle total. Là. Ah, ben justement, regarde, on va le sauver avec une cloche. C'est au moment où tu penses qu'on a perdu le contrôle qu'on est en plein dedans. C'est ça, Christian. Amen. C'est le break Amen. du grincheux. Oh! Notre grincheux, il s'est attardé à ta cause, à toi. Tu l'écoutes, il s'appelle Martin Godette, c'est un autre Martin. Ils sont fatigués, Martin, ils sont de même, tu sais. Fait que tu l'écoutes, puis tu réagis par rapport à ça. Il est en vidéo juste là. Quand on parle de coup de pointe les deux yeux, là, regarde, Pour ceux qui nous ouais. écoutent, notre podcast, c'est une autre bonne raison pour le regarder, puisque Martin, il y a une face qui parle autant que ses mots. Fait qu'on l'écoute. Bon, je vais vous l'avouer, messieurs, ça va être la première chronique du chialeux pour laquelle il va être difficile pour moi de chialer parce que, je l'avoue, j'adore le concept de Buddha Station, j'adore le modèle d'affaires, j'adore le fait que les gens qui veulent acheter des repas peuvent le faire au moyen d'une application, j'adore que ce soit disponible presque partout, j'adore. Mais j'ai une question. Sérieux, là. Une lasagne dans un pot maçon que tu fais chauffer, quand tu la mets dans l'assiette, ça a l'air de quoi? Drôle de question, hein? Méchant grincheux. Penses-tu me knocker avec ça, lui?
Fait que... Il t'aime trop, je te l'ai dit, calé, qu'on a de la C'est la misère. première fois. Comment C'est il la première s'appelle, fois. lui? Martin. Martin, cher Martin, quand tu commandes, mettons, ton épicerie, ta boîte d'épicerie chez Good Food, là, puis ils t'en vendent sur le site web, là, ils te mettent pas des sacs sous vide, là, parce que tu n'aurais pas le goût d'acheter ta recette. Mettre la recette, qu'est-ce que ça a de l'air? Ben nous, quand on livre nos repas en entreprise, c'est pas du verre, c'est un espèce de plastique, thermoplastique, Ouais. réutilisable. Fait qu'on livre ça dans des genres de contenants ronds. Et puis, les gens peuvent le prendre. Il y a bien de même. Là. Ils peuvent le pogner, puis le virer de bord, puis le crisser dans une assiette. Puis la présentation, elle est géniale. Ça répond-tu à ta question? Ben, j'imagine que oui. Surtout quand tu la crisses, comme tu disais, dans ton assiette. Non, on est en plein dans le flop, parce que pour moi, tu nommes... D'abord, on a défini le flop. Juste Martin que c'est pas commis, j'ai hâte de l'entendre. Parce qu'il fait juste poser des questions, mais il se commet pas des fois. Hein. Mais- Non. Mais ton flop, tu l'as dit en tout cas, puis il y a une récurrence avec nos autres invités, c'est l'ego. Là. Tu vois, on revient là-dessus. En tout cas, à moins que tu en aies un autre, là, puis tant mieux si tu en as un autre, là, mais l'affaire, c'est que ce que je comprends pas, puis ce qu'on a dit tantôt, c'est super beau. Mais jusqu'à quel point c'est vécu ce qu'on a dit, je suis pas sûr. Parce que toute ta business, je te dirais même ta culture d'entreprise repose quand même beaucoup sur ton leadership, même tes valeurs reposent là-dessus. Mhm. C'est dur en crime de coacher quelqu'un comme un entrepreneur. Tu sais, par exemple, Martin, nos entrepreneurs qui nous écoutent à dire c'est pas une question d'ego, mais si on plug le meilleur leadership que t'as, puis qu'on le diffuse à l'interne, c'est dur en Christie de pas goûter à l'ego là-dedans, puis à diffuser ça. Mais fais attention, c'est une question d'équipe. Mais c'est une question d'équipe ou c'est moi, là? Puis ça, là, dans nos interventions, nous autres, même on le remarque. Les plus belles cultures reposent sur un leadership en place vraiment incarné, hot, là. Mhm. Mais à chaque fois, il y a le problème, c'est comment on fait pour le diffuser à l'équipe, pour que tout le monde le vive, puis que cette personne-là, elle soit même plus là. Christian Genet n'est plus là dans Buddha Station présentement. Est-ce que ça se spin, puis ça continue? Si la réponse c'est non, c'est encore une question d'ego ou pas? Ben, en tout cas, si la réponse est non, à mon avis, c'est une question que c'est fake. Ah, C'est une question que les valeurs et la culture ne sont pas imprégnées. Tu sais, parce qu'au bout du compte, là, la culture dans une entreprise, la vraie culture, là, c'est quand le patron n'est pas là. Quand le patron est parti 2 semaines en vacances, là, qu'est-ce qui se passe? Quand le patron est dans son bureau, là, puis toi puis moi, on est les employés, puis on se croise, puis on se chuchote dans le couloir, là, ça, c'est ça la culture. Ah oui, c'est de la petite discussion de corridor, là. Ben, fait que ça, là, ce qui se passe pendant les 2 semaines que t'es pas là, pendant les 6 mois de ta sabbatique ou pendant dans les corridors, ce que les gens se disent en chuchotant, là, ça, c'est ta culture. Puis est-ce que ça reflète ce que le leader a voulu inculquer? Oui ou non? Tu sais, la culture, là, c'est un rassemblement de 3 choses. Des valeurs, un langage, puis des rituels. Est-ce que ces valeurs-là sont les mêmes que tu sois là ou non? Sont-tu fake ou sont vrais? Un langage, est-ce que le langage que vous utilisez, il est unique à vous autres? Est-ce que, ensuite de ça, les rituels que tu as instaurés, ça fait en sorte de faire émerger ton équipe, puis même si tu n'es pas là, ces rituels-là continuent, là, tu es en business. J'aime ça. Parle-moi donc des valeurs. C'est ça, là, c'est comme l'éternel combat. On dirait que personne n'a gagné, à moins peut-être toi, mais écoute, depuis les années 82, qu'il y a des consultants qui se promènent partout, qui définissent honnêteté, puis bon, ils ont, écoute, 80% des entreprises au Québec ont toutes les mêmes. C'est un flop souvent à l'entreprise, ça. Mais est-ce que, moi j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est-tu réaliste de penser que le gars au shipping d'une entreprise de 250 employés connaît les valeurs par cœur, puis se lève le matin, puis ça le drive? Ben, la vérité, c'est qu'une entreprise qui va réussir en 2020, c'est nécessaire. Mais qu'ils les connaissent par cœur et ça le drive chaque jour. Ben, c'est pas ça qui va le driver. C'est lui, quand il va poser des actions, avoir des décisions à prendre, remettre des choses en question, il va s'appuyer là-dessus. C'est pas les valeurs qui vont le driver. Les valeurs vont lui donner la voix, vont lui permettre de remettre les choses en question, de prendre une décision, de contester quelque chose, de se braquer contre quelque chose en s'appuyant là-dessus. C'est à ça que ça sert. Mais c'est pas ça qui va le driver. C'est un outil d'orientation. C'est un outil qui doit servir tous les jours. Tant À qu'à moi, prendre les des valeurs. décisions, à questionner, améliorer la qualité des décisions. à orienter, à choisir, voilà.
OK. Voilà. Puis, tu sais, tu me posais la question, tu dis les fameuses valeurs, blablabla, dans bien des entreprises. Ouais. Et comment ta blonde, Pierre-Luc? Elle est souriante, dynamique et dédiée. Je te conseille d'être très, très, très Mais gentil. c'est là. pas pire, T'es ça. dans une zone délicate. Non, Je dis mais- ça de même, là, tu parles de Claudine. là. Avez-vous déjà remarqué ça? Tu sais, quand t'as un chum célibataire, tu demandes, puis ta nouvelle fréquentation est comment? Elle est fine. Hein? Et comment la blonde à Pierre-Luc est fine? Calvaire. Ça marche pas. Tu comprends? Ouais. Hey, c'est une artiste, tu capoterais. Hey, c'est une fille tellement enjouée. Hey, c'est une fille qui saute partout. Hey, j'ai jamais vu ça, une fille attentionnée de même, mais méticuleuse, elle nous a reçu à souper, machin. On tient de quoi? Les entreprises, c'est pareil. C'est pareil. Hey, comment l'entreprise? Elle est bien fine, elle est bien correcte. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur une entreprise? Qu'est-ce que tu veux comme implication des employés, comme compréhension des valeurs, quand tes valeurs, c'est respect, politesse, travail d'équipe? C'est pas des choses que tu apprends quand t'es petit cul, ça, par tes parents? C'est ça que j'allais dire. Ça vient pas dans un kit de base que tout le monde a, ça? C'est un kit de base, ouais. C'est ça. C'est Moi, ce que. Puis ça, j'aime ça qu'on en parle parce que les entreprises qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent là, les valeurs, là. On part de l'idée qu'on veut des bons humains dans notre organisation. Fait que toutes les qualifications d'un bon humain québécois, là, on les veut pas. Là. C'est la base. Là. Un mentor à moi, je m'excuse de te couper, là, un mentor à moi qui a son motto en business, là, qui est Louis Têtu. Louis dit tout le temps, pas de différenciation, pas de business. Mais moi, je rajoute, pas de valeur, pas d'expérience employée, pas de business. En 2020, c'est rendu là. Pas de valeur claire et unique, plus de business. En Mais c'est 2020, on s'en va là. C'est le clair et unique là, qui est à travailler. Mais es-tu d'accord avec moi? On part de l'idée, OK? J'ai 20 personnes en entrevue, je trie, j'en garde 10 qui sont des bons humains, puis mes valeurs, faut qu'ils m'aident à les trier parmi ces 10 bons humains-là. Ouais. Faut qu'ils aillent me chercher les 2 perles. Mhm. Fait que c'est quoi les éléments excitants? Tu sais, moi, j'ai bien aimé, j'ai lu quelque chose il y a quelques semaines, ça disait, on part, demain, là, la Terre est détruite, j'ai une fusée pour m'en aller sur Mars, faut que j'en rentre 5 dans ma fusée de mon équipe. Mhm. C'est quoi ces qualités-là qu'ils ont? Pourquoi, dans toute ma gang de bons humains, pourquoi ces 5-là? Tu sais, quand on dit, là, on a tout le temps une, moi c'est Annie, là. Moi j'ai une Annie, j'en prendrais 25 demain. Elle est extraordinaire. Mais il y a les autres aussi, là, c'est chiant. Non, puis je il y en les a aime pas. toutes. Ben, dis-les tout de suite. Là, Mais- c'est ça. Mais tu sais, on a des personnes comme ça Ouais. qui nous marquent. Bon, mais ça veut dire qu'ils ont... Pourtant, est-ce que tous mes employés sont des bons humains? Clairement. J'ai tous des A dans ma business. Mais c'est quoi les qualités qui rendent excitantes, là? Qu'est-ce qui fait que... C'est un bon mot J'en en passant, choisis parce 5. qu'une de ses valeurs, je sais pas si tu le sais, mais c'est excitant. Oui, clairement. Mhm. Es-tu d'accord que les valeurs, c'est un peu ça le rôle? D'aller les trier parmi les bons humains là, qui les rend distinctifs. C'est à toi de clarifier ces valeurs-là comme leader. Puis ensuite de ça, tu parles de recrutement. Quand tu recrutes, aller pour débusquer s'ils partagent ces valeurs-là en les mettant dans des situations, mettons dans leur vie personnelle très précises pour aller voir quelles réactions qu'il y aurait. Puis font-tu, par exemple, moi je veux savoir à quel point quelqu'un est de valeur élite, OK, dans mon organisation. Quand je passe quelqu'un en entrevue, je rencontre quelqu'un, ben j'essaie d'aller voir, dire, je pense par exemple, pour voir, puis pour moi, pour être élite, c'est être dans l'apprentissage, c'est vouloir tout le temps s'améliorer, avoir faim d'apprendre, puis avoir ça en dedans de nous. C'est Fait pas que- être le meilleur et écraser les autres. Là. non, C'est- non. Fait que si t'es passionné du tricot, là, ben oui, raconte-moi comment tu deviens bon. Je lis des blogs, j'écoute des YouTube, je suis dans un cercle de fermières, puis on s'échange des trucs. Là, je suis capable de voir, est-ce qu'il y a la valeur élite en lui? Je suis capable de voir ça. Alors, là, à partir de ça, tu partages les valeurs. Tu sais, tu demandes pas à quelqu'un, t'es-tu élite? Définis-moi, c'est quoi élite? Puis, ben oui, je suis élite. C'est de la merde, ça. Fait que là, j'essaie d'aller débusquer. Je vois dans son comportement, dans son activité au quotidien que Pierre-Luc fait du tricot, qu'il y a une partie de lui qui est élite. Alors, la valeur 1 est validée, même s'il ne sait pas. Je vais valider mes 4 valeurs, là. Puis quand je l'embauche, après ça, mon rôle, c'est de former à ces valeurs-là en lui donnant une connotation
business pratico-pratique dans ce que lui va faire dans l'entreprise. Son métier, je dois le coller de façon pratico-pratique à ces valeurs-là. Fait qu'arrête de dire les valeurs, parce que c'est des mots, fais-les vivre. Exact. Ouais, j'aime ça. Fait que, C'est vrai que ça manque, ça. tu sais quoi? De quelle façon le mot élite va avoir une consonance dans ton rôle chez moi? Alors, de quelle façon tu vas faire ça de manière pratico-pratique? OK? Puis, plus tard, peut-être, tu vas dire, ben, écoute, j'ai telle problématique au travail. Ben, moi, une des valeurs que j'ai, c'est rebelle. Fait que là, je vais te dire, écoute, Pierre-Luc, tu sais c'est quoi être rebelle? Pour moi, être rebelle, là, c'est pas avoir les cheveux bleus dans les airs. Pour moi, être rebelle, c'est de trouver des solutions là où personne n'en a trouvé. C'est être capable de partir des hypothèses sans faire venir un consultant pendant 8 mois puis mettre 450 000 $. Fait que, sois rebelle. De quelle façon tu pourrais être rebelle, tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Continue à analyser, vois une façon rebelle, puis reviens me voir, on va en discuter. Fait que toi, tu t'en sers au quotidien avec ton équipe pour les cadrer. Là. Mais jusqu'à quel niveau? Parce que là, on s'entend, tu es dans la restauration. Non, je suis en technologie. Technologie. Ouais, technologie des aliments, mais... C'est comme quand nous, Elon Musk parle de ses voitures. Il dit qu'il n'y a pas une compagnie d'automobile, c'est une compagnie de technologie. Ben, encore plus, on produit aucune bouffe, nous. Mais en tout cas... Parfait. Mais au final, tu as quand même une Caroline, 18 ans, à l'université. Non, t'es pas... Pas du tout. On a un directeur marketing qui est à Montréal. J'ai des gars en techno, d'ailleurs. Un à Granby qui était une méchante bébite. Je te salue si t'écoutes, Ismaël. Je t'aime beaucoup. On a une directrice des ventes qui est à Québec. On a une adjointe aux ventes. On a un directeur expédition. Non. OK. On se remet d'abord... Remets-toi dans la peau de Sushi Taxi. Mm-hmm. On a du monde qui nous écoute que, bon, on est souvent des jobs un peu temporaires de gens, des gens qui sont de passage chez nous en faisant un cours à l'université, je m'en vais travailler au Subway. Comment tu fais pour dispatcher ta culture? Là, je la comprends très, très bien, comment ça fonctionne, comment c'est pensé. Je pense à un niveau gestionnaire, je le comprends, il est ambassadeur, ça l'aide dans ses décisions. Mais comment je fais, moi? Comment tu fais, toi, demain, là? Carl, 22 ans, il est chez vous temporairement, il sait, il s'en va, ingénieur en je sais pas trop quoi, fait que il va pas mourir chez vous, c'est pas vrai. Comment je fais pour le craquer? Ben, première des choses, qu'est-ce qui fait qu'il vient travailler chez vous? OK, bonne question. Fait que faut que tu débusques bon, ça, là. Fait que il y a quelque chose, là. S'il vient travailler chez vous, soit que c'est payant, puis son horaire, ça fit, puis c'est correct, soit qu'il tripe sur l'entreprise puis ses valeurs, là. Il y a deux types de travailleurs, là, des millennials, là. C'est vrai que c'est pas fou, ça. Puis la deuxième partie, il y en a de plus en plus. Puis pour le vivre, moi, chez moi, personnellement, avec une fille de 20 ans, beaucoup de jeunes choisissent une entreprise pour laquelle ils vont être fiers de travailler. Tellement. Okay? C'est ça. Que c'est une entreprise qui est hot, je vais avoir l'air hot de travailler là, je suis fier d'elle. Okay? Puis si tu regardes, là, je n'ai un bel exemple, là, les jeunes qui travaillent aux ventes dans les magasins Lululemon, là, on parle vraiment d'une business qui réussit à faire vivre les valeurs directement sur le plancher avec leurs vendeurs. Si tu travailles là, tu vas travailler à un moment donné avec le CEO de l'entreprise qui vient travailler sur le plancher une fois par semaine dans une boutique différente. Si tu travailles là, tu es obligé de faire du sport. Fait qu'il va falloir que tu ailles un follow-up sur le sport que tu fais. Ils vont même te commanditer. Ça fait partie de la vie au travail parce qu'eux autres, ils pensent que tu as un mindset différent. Quand tu abordes les gens, tu as une aura, tu as une énergie différente, puis tu comprends les vêtements dans lesquels tu vends, les spécificités. Écoute, c'est pas pour rien qu'ils réussissent, puis que les jeunes aiment mieux aller travailler là que chez Aldo ou que chez n'importe quelle boutique un peu plate, là. Je comprends. Intéressant, j'aime ça, on pourrait creuser là-dessus, là, c'est sûr. Là. Juste avant que bon, on va terminer dans une couple de minutes, on a encore du temps, juste à être sûr, là. Tu nous as parlé d'un flop, tu sais, de jeunesse, on pourrait dire. Là. Mais c'est pas un flop d'entreprise. T'avais quelque chose encore en tête tantôt, j'ai l'impression, pour me dire, moi, animateur, je fais pas bien ma job, fait que je vais t'entendre là-dessus. C'est-à-dire, quoi? Là, peut-être que c'est dans Sushi Taxi, peut-être que c'est dans Buddha Station, je ne sais pas, mais un flop entreprise, un flop entrepreneurial, même si on fait pas l'apologie de ça, puis on n'est pas là pour dire, ah ben, merci d'avoir fait ce flop, ça n'a pas rapport, mais t'en as-tu fait un? Ben, écoute, J'aimerais avant que tu te lances, pour ma propre connaissance personnelle, là, tu as un flop personnel, je te suis, ça laisse une cicatrice. Est-ce qu'un flop entrepreneurial laisse une cicatrice? Ben encore là, si c'est quelque chose qui tue l'entreprise, pour moi, un flop, c'est ça. Ça va tuer l'entreprise. J'en ai pas à te raconter. J'ai des échecs.
Tu sais, j'ai eu un échec dernièrement, justement, avec Bouddha Station. Pas dernièrement, mais dans justement les premiers mois, on perçait les entreprises au début comme traiteurs traditionnels, OK? Pour créer vraiment un sentiment de confiance avec eux, pour après ça pouvoir rentrer justement sur une base régulière de remplir le frigo puis être là à chaque semaine puis faire partie de leur culture. Mais au départ, il a fallu, on ne pouvait pas rentrer dans la gorge de même, on s'est fait connaître ce que le marché était capable de prendre comme traiteur. Et puis là, comme traiteur, on a réussi à amener de l'attraction, puis on a parti à un projet, on se disait, il y a quelque chose quand même qui est brisé, que quand tu es au bureau puis tu commandes du Saint-Hubert, puis que le gars, faut qu'il vienne, puis que tout le monde aille à la réception, puis passe sa carte de guichet, ça marche pas. Fait que là, nous autres, on a parti un projet en techno, on s'est dit, faudrait qu'on puisse faire ça, mais de manière technologique. Fait que on a mis sur pied un projet Share the Bill. Fait que c'est pour dire, mettons, toi, tu inities la commande, tu dis, j'ai le goût de commander du Bouddha Station. Fait que à ce moment-là, tu es capable de joindre technologiquement, par SMS ou par email, à la commande des collègues qui veulent embarquer là-dessus. Fait que tu l'envoies à moi je peux choisir et payer, Martin peut choisir et payer, puis ultimement, ça fait un méga user, puis tout se paye, puis c'est livré à même endroit. Okay? Fait que, il n'y a pas l'espèce de sable dans l'engrenage que soit que tu payes pas à l'avance, puis là, il y a un livreur qui arrive avec sa petite machine, il faut que tout le monde rentre ses cartes, ou bien qu'il y a quelqu'un qui se commet, puis que là, il faut qu'il court après tout le monde pour qu'il rembourse. Fait qu'il n'y a pas ça. On s'est dit, nous autres, on va régler ça, on va partir, on va créer de quoi en techno qui s'appelle Share the Bill. Premier flop, moi, j'ai pris cette décision-là en me disant, c'est aucunement cohérent qu'on mette de l'énergie et beaucoup de cash à créer ça alors que ça déraille de notre vision qui est d'être dans les entreprises à temps plein. Parce que toi, ton application aurait pu servir pour, pas juste Bouddha Station, tu bâtissais pour d'autres restaurants qui auraient pu l'utiliser? Non, pas du tout. OK. Ultimement, moi, ce que je voulais, c'est rentrer un frigo chez vous puis gérer la bouffe pour tous tes employés. Okay, ce qu'on a fait. Avec ton share de bills. Écoute, on était micro à se dire, quand les gens commandent du traiteur juste pour un dîner, on veut amener une confiance pour après ça pouvoir les approcher aux ventes pour dire, bon, à ça, on a une solution pour toi, on va te rentrer un petit frigo avec de l'intelligence artificielle, avec une application, puis on va te mettre un inventaire à chaque semaine, puis on va gérer les stocks. Je commande pour un dîner chez Saint-Hubert, puis le Saint-Hubert est ici tout le temps, il y a une marge, puis ça s'appelle la confiance. OK? Mais ça, là, on s'est dit, on va investir là-dessus. Ça ne servait à rien d'investir tant, là. Parce qu'après 1 ou 2 lunchs, tu trouves que c'est bon, tes employés capotent, puis tout ça. Ben là, ce qu'on veut, nous autres, là, c'est la technologie du frigo, puis être là à temps plein chez vous, puis gérer la bouffe pour que ça soit moins cher que d'amener un lunch. Fait que développer une application que tu peux commander, c'est livré dans 1 heure, puis que tout le monde split le bill, on n'utilisera pas ça, là. Plus ça. On a mis du temps là-dessus, mon homme, là. C'est ça. On a mis du temps, on a mis du cash. Tu peux même pas t'imaginer. Puis ça a été de l'obstination à un moment donné, comme une espèce de vieux char usagé que t'as tellement mis de cash dedans, là tu te dis... T'es pogné avec. Ah, mais là, juste le muffler, on va remettre, tu comprends? C'est ça, tu regardes en arrière, tu dis, écoute, je recule dessus, écoute, il y a bien trop d'argent ennemi, fait qu'on continue, fait que là, maintenant, là, tu te coules. Puis c'était une mauvaise décision de ma part, ultimement, parce que ça avait aucun rapport avec la vision de l'entreprise, puis dans 2 ans ou 3 ans, ça n'a amené aucune valeur. Ben, on a tué ce projet-là après beaucoup d'argent, beaucoup de temps, avoir perdu 2 programmeurs qui ont capoté. Puis quand on a tué le projet, j'ai callé une réunion à tout le monde. Le titre de la réunion, c'était Tchernobyl. Et moi, c'était le mot qui ressemblait plus à Share the Bill. C'est devenu Tchernobyl. Je me demandais. Il a brandé son flop. Non, mais tu sais quoi? En techno, dans le code, c'est encore... Tu sais, le code, c'est comme un peu l'architecture de maison, là. Fait que genre, l'annexe de la maison, là, c'est comme highlighté, puis c'est marqué Tchernobyl. On touche pas à ça. Si un jour, on peut reprendre une partie ou 2 de code de ça, tant mieux, mais...
puis c'est quelqu'un qui est discuté, c'est quelque chose qui est discuté at large dans mes équipes. Ouais. Hey là, c'est-tu cohérent? On refait pas un Tchernobyl avec ça. Ça marche-tu? On ajoute-tu de la valeur? c'est bon. Écoute, c'est... Fait que, Mais attends, tu dis, je m'intéresse au bout. On a tué le projet. C'est-tu toi? C'est-tu le leader qui a tué le projet? ben, ultimement, c'est moi qui ai pris la décision, c'est assez. T'as dit là, ça suffit, là. Ça suffit. Ouais, parce que... Parce que les autres spinaient encore. Ben t'sais. oui, les développeurs sont là-dessus, ça marche. Ouais, tu sais, finalement, même affaire aux ventes, sont persuadés que ça va amener de la valeur, puis ça va... Mais tu ça, sais, c'est un bon flop, hein, Martin. À vous, pareil, nous-mêmes, là, comme d'autres entrepreneurs, on a toujours le goût de développer une cour. Il y a comme une opportunité de quoi à faire. Moi, j'ai une tendance Ça- à aller là. Ouais. Ben moi aussi, ben, en tout cas, tu sais, je sortais des idées, puis c'est même, tu sais, je me rappelle, tu m'avais dit, oh, Pierre-Luc, là, pas sûr qu'on devrait aller là. Mais c'est vrai. Quand est-ce que c'est quoi le fil? C'est quoi qu'on se met pour. Eh ben, ça peut être un drainant, hein? Tu sais, c'est vrai. Moi, j'aimerais ça. Ben, en fait, c'est que ça tue pas à business, cette affaire-là. là. C'est ça, là. Tu sais, alors, on parlait d'un flop. C'est un flop. Mais Ça défocus l'organisation. Oui. Bon, OK. C'en est un. Comment Moi, je- d'énergie qu'on a mis là-dessus, comment de cash on a mis là-dessus, on aurait pu mettre ça sur quoi? Ouais, OK? c'est Puis ça, là, c'est ça de là pareil. de se demander, tu sais, est-ce que je suis en mouvement ou je progresse? Tu sais, parce que tout le monde travaille, là. Est-ce que je suis en mouvement ou je Ah, progresse? c'est bon, Hein? ça. Ça, c'est bon. Fait que, tu sais, tout le monde travaille dans le jeu, c'est correct, là. Mais on est-tu en mouvement ou on progresse? Puis est-ce qu'on progresse dans la bonne direction, c'est-à-dire la vision de l'entreprise? C'est pas, tu sais, c'est pas rectiligne, là. Ah, c'est Mais bon. quand même, on est-tu rendu dans le champ gauche avec un Tchernobyl ou bien on est dans la bonne direction? Hey, ça, je te la vole, celle-là. Ah oui, Moutou. Non, c'est moi qui Est-ce la qu'on vole. est en mouvement ou on progresse? Ben, ça me fait penser à beaucoup d'entreprises qu'on rencontre qui ont des défis, on appelle ça comme ça, d'améliorer leur performance à l'interne. Puis je pense que tu nommes une réalité vraiment très flagrante. Ils sont beaucoup dans l'action. Ils sont beaucoup dans le mouvement. Mais est-ce que vous progressez? Est-ce que il y a une amélioration? C'est là qu'on le définit. J'aimerais J'aime ça. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu là, ton meeting Tchernobyl. Là. Comment ça se passe, ça? Comment qu'on a... Tu sais, c'est beau faire des flops, on dit c'est correct. Ouais. Quand on est capable de l'éviter, on l'évite, mais maintenant, il faut tirer à la plug. Comment on fait ça? Ben, t'as deux choix. Tu le fais avec l'ego. Ouais. Tu calls ta gang, tu dis ça marche pas. Là, on a mis trop de cash là-dedans. Ça suffit. Je t'ai écœuré. On arrête ça. On passe à d'autres choses. Je veux plus en entendre parler. Ou tu le fais avec. Hein? Là, t'es dans l'ego. Là. Ouais, c'est bon, Hein? ça. Parce que t'es écœuré. T'es le boss qui est écœuré. Ouais. Ultimement, c'est qui a mis sa main sur le bûcher et qui a dit oui, on développe ce projet-là. OK, il était amené, il était pensé, c'est la solution. Moi, j'ai dit oui, pareil. Là, puis j'ai laissé mes équipes mettre du temps et de l'énergie là-dessus. Là. Ouais, c'est vrai. Alors, gang, on est rendu le temps de prendre une décision. Je veux ramener une chose. Mon erreur, c'est celle-ci. On s'en va là. OK? On veut faire ça. On veut prendre en charge tout ce qui se mange dans une entreprise puis simplifier ça. Donc, ça doit se faire à chaque semaine et non dans une commande qui est spontanée puis qui est livrée dans l'heure. Ça, c'est Uber qui fait ça. C'est pas nous. OK? Tu as commencé Est-ce que par c'est cohérent? mon erreur. J'ai commencé par dire mon erreur, ça a été c'est la vision de ça. Je pense que c'est pas cohérent. Regardez, on s'en va là, on veut faire ça, puis là on développe ça. Ouais, c'est bon. Puis moi, je suis le gars qui préserve la vision puis qui est censé vous dire on va là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on développe ça? Là, tout le monde déjà se pose la question. Ben moi, je pense que j'ai pris une mauvaise décision à ce qu'on mette du temps là-dedans. Là, regardez maintenant le temps qu'on a mis là-dedans, l'argent qu'on a mis là-dedans, c'est encore pas réglé. Puis je pense que pour se rendre là, à l'inverse, là, le marché nous montre que ça, c'est important, puis il y a des opportunités là. Mais là, on est rendu qu'on s'obstine à ça. Puis on a des besoins là. Regardez ces besoins-là, puis ce qu'on a senti là. Regardez où on s'en va. Est-ce que vous pensez que ce chemin-là, ça ajoute de la valeur? C'est censé. Est-ce que même si on est élite, même si on veut en venir à bout, que c'est raisonnable de faire ça? À poser des questions comme ça, tout le monde, ça s'est éclairci de dire, ben non, faut arrêter, c'est de la folie. Fait que là, ce que tu nous dis... Puis mon mot de la fin, ça a été de dire, écoutez, share the bill, Tchernobyl. Je pense qu'il faut apprendre à rire de ça. Là. Moi, le premier, j'assume, ça va s'appeler Tchernobyl chez nous. Puis
on va apprendre à en rire. Fait que quand on a réalisé qu'on a fait un flop, faut vendre notre flop. C'est un peu ça que t'as fait, là. C'est que t'as pas juste un gars émotif, là. Je t'ai écœuré, on tire la plug, puis là, Non, c'est ça. tout le monde un peu se sent coupable. C'est parce que j'ai pas été assez bon d'emmener le projet finalement à un succès. C'est de ma faute. Donner le feeling que c'est parce que j'ai pas le bon team, parce que mon date est écœurant, c'est à cause de vous autres que je l'ai pas eu. C'était ce feeling-là qu'on laisse flotter dans c'est l'air. bon, ça. Toi, t'as vendu ton flop. T'as bien réussi ta communication du flop, puis t'as pas attaqué personne. Mais le rôle du leader, là, c'est la vision. Moi, j'étais désaxé sa vision. Ouais. OK? Puis le rôle du leader, sa vision, là, c'est de la vendre, pas de la rentrer dans la gorge. C'est ça. Fait que T'étais là avec la logique des choses. je revenais à... C'est comme si j'avais perdu ma cohérence, là. J'étais défocusé. Je suis revenu. Ça, c'est comme le GPS, quand un moment donné, on perd la map, puis ça revient, puis on réalise que, tabarouette, on s'est trompé de chemin. Là, Puis là, on- C'est bon. OK, fait que toi, Recalcul. Ou bien Ouais. c'est de dire, à ta peu, là, si tu es intelligent, tu sais, des fois, tu te laisses trop aller par le GPS, là. Tu sais, Ouais, ça c'est m'est ça. déjà arrivé, moi, en Italie, ça. Voyons, ça n'a pas d'allure. Ah, la ouais. mer est là. On est censé aller vers les montagnes. Garmin, là. Non, comment ça, il nous fait passer par-dessus la mer? Il n'y a pas de route là. Mais Voyons donc. Christian, t'as commencé ton speech avec l'humilité. Je n'ai pas fait de speech ici, moi. En tout cas, je veux dire, non, je veux dire, avec ta gang, Ta gang. Tchernobyl. Mais t'as commencé comme un peu en disant mon erreur, gang. Mm. Assez d'humilité. T'étais-tu prêt à laisser une porte ouverte? Ça se peut qu'il y en ait un qui me convainque que Share the Bill, ça marche, ou c'était clair que tu t'en allais là. Tu sais, t'avais-tu une porte ouverte à dire ça se peut, là. Je suis prêt, ok, c'est correct, on considère. Martin, tu m'amènes une bonne idée, là, on le poursuit. Ou pas pantoute. C'était réglé dans ma tête. OK. Puis, Faut que ça soit ça pour un leader? je dis pas que ça soit ça. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Ouais. Je te dis plus que ma technique, moi, c'était de dire c'est une décision qui s'impose. Il est rendu un moment où c'est ma responsabilité de la prendre. C'est That's it. incohérent avec la vision. Et mon rôle, c'est de convaincre ma gang de prendre mes responsabilités, de les assumer, de corriger le tir en prenant la responsabilité première, Ouais. puis d'apprendre à en rire, puis de vendre que c'est la meilleure des décisions. C'est ça. Fait que moi, à partir du moment où j'avais rassemblé une communication qui faisait du sens, puis que ça devenait motivant, inspirant, puis que je tournais la page, j'ai l'impression que tout le monde allait suivre. Là. Ouais. Fait que je laissais pas... Je me disais, c'est ma job de convaincre tout le monde. Mais moi, je vais être plus tranchant que lui. Moi, je pense que... Non, mais il faut la prendre, la décision. Puis je pense que c'est le bon chemin. Parce que si tu arrives au meeting, puis t'as un doute. T'as ta petite craque là, pour laisser Mais- passer mais l'air. c'est ça parce mon que- point. Parce que t'es pas sécure de la fermer à la porte, vraiment. Mais c'est ça mon T'as un point. meeting un peu mou. Parce qu'il y a du monde qui arrive en disant moi, je vais coller à la shot. Mais en même temps, ça se peut. Là t'arrives ambivalent. C'est clair que la porte s'ouvre. On dirait, as-tu pris une décision? Il l'a pas pris. Moi, je pense Non, comme mais je suis leader d'accord avec aussi. Martin. C'est ça. D'accord avec Martin aussi. Ben, toi aussi, c'est ce que tu as dit, en fait. Mais c'est juste que moi, je te disais, j'avais pas laissé la porte entrouverte. Je voulais plus le faire de façon motivante puis la vendre. ouais. Exact. Exactement OK? ça. En prendre une grosse part de responsabilité puis la vendre. Maintenant, ce que tu dis est vrai dans le sens où c'est notre rôle de prendre des décisions. Notre rôle, là, c'est pas d'être populaire. C'est de prendre des décisions qui sont en lien avec la vision puis applicables à nos valeurs. D'être capable d'être en cohérence avec nos valeurs, les coller là-dessus, les expliquer par rapport à nos valeurs, puis sont en direction de notre vision. Là, c'est notre rôle de prendre une décision. Puis oui, il y a des décisions qui sont dures. Oui, il y a des décisions qui font mal. Et il y a beaucoup de décisions qui font pas l'unanimité. Notre rôle, c'est pas de faire l'unanimité. Mais là, Oh. Plein de chiffres, tu peux faire un petit peu d'overtime. Mais les deux V de Christian, vision et valeur. Tu sais, oui, c'est vraiment mais ça. il vient de sortir un excellent point aussi. Là. Ouais, c'est ça que je dis. Notre but n'est pas d'être populaire. Ah, ok, ouais, Puis ouais. honnêtement, il y a beaucoup de gens qui implantent une culture d'entreprise pour devenir populaire. Devenir l'entrepreneur cool. Ah ouais, chez nous, là, c'est... Puis t'as raison qu'à un moment donné, ça finit par affecter la qualité de nos décisions de vouloir être populaire. Puis je sais que là, je vois le timer, là, ça baisse, mais Martin, je voulais juste... je sais que tu vas capoter là-dessus. Tu sais, tantôt, on parlait, puis on se disait, on est-tu en mouvement? Ouais, Hein? On parlait de ça, là. ouais. OK? Où on progresse. C'est deux choses qui sont très différentes. Moi, comme leader, là, j'ai un truc là-dessus. Quand je rencontre mes piliers, là, mes stratèges, là, je me fais tout le temps un back-check dans ma tête. OK? Est-ce que je communique bien? Communiquer, c'est pas un monologue. C'est vraiment être capable d'écouter. Est-ce que je communique bien?
2, est-ce que je donne accès à des bons outils, à un environnement qui fait en sorte qu'il peut s'épanouir? OK? Est-ce que, ensuite de ça, la personne que j'ai devant moi a le piton sur la valeur qu'elle amène dans l'entreprise? Elle connaît-tu la valeur qu'elle amène dans l'entreprise, puis elle a-tu le piton dessus pour exploser cette valeur-là? Puis est-ce que au final, elle travaille dans des conditions émotives qui sont dans le vert ou dans le rouge? Parce qu'à court terme, si t'es dans le rouge tout le temps, là, t'es dans la honte, t'es dans le fait que tu te sens pas, t'es débordé, que t'es jamais à la hauteur, ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Fait que j'appelle ça le mot cave. Est-ce que je suis cave? Communication, accès à des outils, valeur, puis E pour émotion. Je me fais tout le temps ce back-check-là dans ma tête. Quand je parle à quelqu'un, là, je suis cave avec lui. Martin est très, très cave. Tu sais. Oui, je trouve que tu me regardes, tout ça fit. Hein? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est pour la bonne raison. Mais en tout cas, tout ça pour te dire c'est pour la bonne. que si les gens autour de toi ont le piton, sa valeur, ils connaissent la valeur qu'ils amènent dans l'entreprise, puis ils ont le piton dessus pour l'exploser, cette valeur-là, ils sont pas en mouvement. Ouais. OK? fait que c'est plus compliqué être cave qu'on pense. Là. C'est plus exigeant à être cave. Ouais, c'est ça. Moi, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent je sais pas si tu vas accepter ça, mais de liker, mais de devenir ami avec Christian Genet sur LinkedIn, c'est pas seulement pour devenir ami avec lui, c'est pour lire ses posts qui sont super nutritifs à chaque fois. Faire partie de son RM, là, parce que là, écoute, il a non, commencé à avoir du monde. Premièrement, je suis pas un gars facile de même, là. Non, on peut pas te demander demande d'amitié. C'est parce qu'il faut que le monde te lise. Non, mais... C'est que la petite indépendance. Regarde c'est l'autre, pas là. ça, Il va falloir que tu me cruises. Ah, OK, correct. Non, c'est juste... Dites-moi que vous m'avez entendu au Flop Lab. OK, c'est bon. Quand vous allez venir avec moi, je comprends. Me contacter, ça me ferait vraiment plaisir de voir que c'est pas un flop, ce podcast-là. Non, première des choses. Hey, merci, t'es fin de nous le rappeler. Puis non, mais pas de farce. Puis après ça veut dire que c'est cool. Vous êtes peut-être fan de leadership ou de gens qui sont atypiques puis on va avoir du fun. J'ai créé tous les mercredis en sur toute LinkedIn. humilité, t'exposes des bonnes idées sur le leadership. Ton cave, justement, tu l'avais bien décortiqué. Il y avait des gens qui commentent et tout ça. Je trouve ça bon. Il y a une belle richesse de contenu. T'es très actif, en fait, là, sur Nous autres, c'est ça LinkedIn. qu'on fait à Apiculture. On lit tes posts, on fait du stock avec ça, puis on vend ça aux entreprises au Québec. Fait que lâche pas. Fait que on a une formation qui s'appelle cave. Alors, c'est vrai. Sais-tu quoi? J'étais à la recherche d'idées pour me renouveler. Ça a l'air qu'il faut... on n'a pas un premier ministre qui dit ça, là. Ouais. C'est vrai, exactement. Tu sais. T'as-tu d'autres choses à dire, Martin? Il me semble que honnêtement, non. c'est bon, des hein? super bons points qu'il a sortis. Ouais. Je trouve que c'est ultra clair, c'est pragmatique. Ouais, Si je pense que l'entrepreneur qui a écouté ça aujourd'hui, là, c'est sûr qu'il sort avec des éléments qui sont incroyables. Christian Genet de Buddha Station, comme d'habitude, je te remercie. Tu l'as dit, puis c'est vrai, ce podcast-là qu'on vient de vivre, pour moi, c'est loin d'être un flop. Mais on a touché quand même à des éléments de base de tout flop. T'sais. Ça, je trouve ça intéressant. Non seulement d'un flop personnel dans ta vie, mais aussi, comme tu dis, d'une erreur, d'un échec, d'un « Ah, come on, on a-tu vraiment fait ça au niveau business avec Buddha Station? » Jusqu'à parler même de ton flop de leadership, entre guillemets, de Sushi Taxi. T'es un gars qui a pas peur, en toute transparence et vulnérabilité, de dire les choses, en autant que ça respecte ta vision, tes valeurs et ton intégrité. Puis ça, moi, je te remercie pour ça. Ben, Martin en a parlé. Je pense que c'est plus gagnant à titre personnel, même professionnel, puis même en public, de laisser de côté l'ego, définitivement. Puis, en tout cas, les gars, merci de m'avoir invité. Ceux qui nous écoutent, ben, peut-être vous avez compris que Martin et Pierre-Luc, en dehors d'Apiculture, sont des amis puis des gars que j'adore. Fait que c'était au-delà du podcast, puis parler de business, c'était vraiment un beau moment. Merci. Mais, hein. C'est réciproque. Et vous pouvez suivre aussi Christian à un podcast. Hey, T'en as un? là, moi, je fais ça en cachette. Là. On est rendu à la 6e épisode Puis, d'enregistrer. Puis là, d'ici 10 jours, là, vous allez pouvoir voir mon podcast qui va naître. OK, on suit ça. Moi, Leadership Rebelle, la première invitée, ça va être Sylvie Bernier, la plongeuse, l'ancienne quand plongeuse olympique. Fait que c'est ça. C'est cool, on suit ça. On suit Christian Genet. Martin de la Roseville, merci. T'as toujours des bonnes questions pour prendre l'analogie de la boxe punchée. qui fesse au bon endroit. On aime toujours ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Lâchez-nous pas, parce que là, tout de suite après, on vient de finir le flop.
Là, on va aller creuser dans le lab. Mais hey, avant que tu finisses, là, Hein? moi, je fais une promesse. C'était-tu fini, coupé? Non, vas-y, Non, continue. moi, avant que tu finisses, là, Ouais, Pierre, ouais. va falloir que je revienne. Oh! Va falloir que je revienne peut-être au printemps ou Deuxième l'été. saison. Puis là, C'est on va promis. partir sa bike, là, je te jure. Ah non, bon, Hein? mais non, mais là, c'est pas ici, fini. là, dans le studio, puis tout, là. Hein? Mais là, oui, j'ai eu des bikes pendant 15 ans. Non, mais je vais revenir, puis on va le partir dehors pour vrai, là. Je suis pas une chochotte, là, moi, là. Moi, j'aimerais ça l'essayer Prochaine aussi, fois, Dan. tu m'invites, là, puis on va le partir. Hein? Moi, j'aimerais ça l'essayer On va aussi. tous venir en bike, on ira tourner ailleurs, en bike. Regarde, on se fait... T'as-tu une moto? On se fait une promesse, On ben va j'ai t'en pas de moto, louer une, là, là, mais je sais c'est pas ça. trop. Exact. J'ai mon permis, puis on va en louer une next On time. amène toutes nos bikes. Next time. Merci tout le monde. Hey, mais t'as sorti vraiment des bons éléments. T'as des liners de fou, là, ça qui est hot. C'est un distributeur de services. C'est pas mal TVA, je te dirais. Ah, Tu regarderas la... OK, quand t'as Vidéotron qui te rentre le câble chez vous, t'as juste TVA. C'est ça, t'as rien d'autre. Non, c'est pas ça, mais là- c'est quand même lui, c'est la même compagnie, ça, je veux dire. OK, Tu regarderas sur Illico, c'est juste des téléséries TVA, c'est ça mon point. Hey, on finissait à job avant de passer à la TV. OK. Hey, on aimerait ça passer à TVA. C'est quelque chose qu'on dit ça, toi? J'ai pas dit passer à la TV, j'ai dit avant de regarder la TV, on va finir notre job. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le break est pas arrivé. Avant de encore. passer à la TV. C'est ça. Ah ben tu pourrais aussi. OK, je trouve Ouais. pas ça. Hey, bienvenue au lab de Christian Genet de Buddha Station. Moi, je dis Buddha Station, hein, je dis pas Buddha Station. Il dit Bouddha Station, lui. Lui, il dit station. Je sais pas, on dirait que j'ai comme le goût d'internationaliser ça Ouais. en disant Buddha Station. En tout cas, c'était bon, hein? Ah, écoute, Je suis pas étonné, mais c'était solide. ça là. paraît qu'il n'est pas sa première conférence. Ah ouais, c'est à la 43e avec nous autres, finalement. 43e, ouais. Ah, c'est vraiment bon. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ben, vous avez manqué de quoi? C'était assez solide. Allez écouter ça. Ouais, il y a deux j'aime ça en attaquer deux, moi. Je commence à développer ce concept-là. Ouais. Je trouve ça intéressant. Surtout Deuze. On a avec deux affaires. Ouais. La première affaire, c'est Lego qui nous a parlé, qui a coûté cher, qui a fait faire des flops. Ça, j'ai trouvé ça hot, qui l'a rendu tu sais, dans sa tête, je vais être une rockstar, je vais être populaire. tu C'est sais. la différence entre l'ego et la fierté. Ça, c'est bon. La fierté, c'est la colonne. Attends, mais développe pas là, trop. Ah, là. Je ok. veux juste les annoncer, mes deux sujets. Comme ça, le monde va dire « Ah, je vais rester pour le lab au complet. » Ton deuxième, c'est quoi? Mon deuxième, c'est... c'est quoi mon deuxième déjà, Martin? Ben, c'est la notion de... Écoute, t'es pas, man! Je me rappelle plus, j'ai un blanc. Attends un peu. Mais non, on a trois affaires, dans le fond, qu'on parle. Mais moi, je reliais l'ego avec la popularité, peut-être ensemble, Ah, ok, pour les les mettre mixer. ensemble. Puis le deuxième qui était fort... C'est, voyons, le seul qu'on se rappelait. Hey, on est donc mais pas bon. On recommence ça, ce lab-là. Quoi, Dan? Hey, je t'en mets pas bon. Il y a personne qui écoute. Attends un peu, les deux notions. Sur place ou avancé ou progressé. Ah, mouvement par progrès. C'est ça, Ok, mouvement on recommence progressé. la cloche, là, excuse-moi. Ça a pas sorti mon affaire. Ils sont cool, les petits bonhommes. On commence pour de vrai, là? Ouais, on recommence pas. Pour de vrai, là. Hein? Drette là. OK. Bienvenue au lab de Christian Genet de Buddha Station. Moi, j'ai en passant Buddha Station, je dis pas Buddha Station. Ah non, il dit Bouddha Station, lui. Je l'internationalise. Ouais, L'internationalise un petit peu, je trouve ça vraiment trop drôle. Mais bref, c'était bon, hein? C'était solide. Ah oui, Il y clairement. avait du contenu. Il répond pas. Tu sais, c'était bon, hein? Voyons. Non, c'était vraiment excellent. Vraiment solide. Il y a deux affaires que je retiens de ça. Puis j'aime ça, hein, en passant, avoir toujours deux affaires. C'est pas pour deux, mais la première affaire de ce gars-là, c'est l'ego, la popularité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, il faut le décortiquer. Puis la deuxième affaire, c'était trop fort comme concept de est-ce que ton monde est en mouvement ou en progrès? Ça, j'ai trippé. Hey, c'était solide, là. Ego et popularité, là, je les rentre ensemble. Là. Si vous avez manqué ça, sans joke, écoutez le flop de Christian Genet, c'était vraiment solide. Le gars, son flop, c'est vraiment d'avoir voulu jouer à la rockstar dans sa vie. Trop misé sur son ego, puis c'est ça, là, finalement, qui l'a fait perdre. Là, tu sais. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en affaires pour être une rockstar. Là. On s'entend, C'est ça. c'est la notion de, tu sais, on a l'impression que ça se passe avec une guitare. Là, non, ça peut se passer avec un iPad. Là.
On s'entend. Tu sais, dans le sens que tu te lances en affaires, mais c'est souvent le rêve entrepreneurial. Là, on regarde Elon Musk, là, il est sur scène, là, puis c'est un vrai show. Là, mon gars, tout le monde se lève debout. Là. C'est ça qu'on pense. Là, l'entrepreneur à succès, là, Nicolas Duvernois, là, quand il arrive, là, puis la jambe croisée comme dragon. Là, puis moi, je me vois là. C'est de l'ego pur. Là. Puis même ce gars-là pourrait très bien dire que... En fait, moi, c'est les deux affaires. C'est jusqu'à quel point tu n'as pas besoin de te servir de ton ego quand même pour développer ta business, parce que le monde achète ça un peu, veut pas, là, tu sais. Ta drive, là, ton espèce de côté. La ligne est mince. Hey, c'est dur. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu es capable de, comme Christiane l'expliquait, de dire c'est fait pour l'organisation, pas pour me nourrir. Moi, je suis pas là pour être populaire. Je suis là pour prendre des décisions, la bonne décision, pour respecter la vision. Tu sais, Pierre-Luc, c'est comme la notion de... On dit qu'un vrai bon leader, il n'a pas besoin de dire qu'il est un leader. Mais on dirait qu'un vrai entrepreneur, il n'est pas obligé de dire que c'est un entrepreneur. C'est la même notion, on dirait. C'est comme quelqu'un qui est obligé de dire « Hey, écoutez-moi! » C'est l'aveu que personne t'écoute, là, jamais. Là, c'est ça pareil. Là. Clairement. Fait qu'on dirait qu'il y a cette espèce de wannabe entrepreneur qui, pour se convaincre soi-même de devenir quelqu'un, parce que j'ai décidé que moi, quelqu'un, ce que j'appelle quelqu'un, c'est un grand entrepreneur. Ouais. Puis là, ça nous force à se gonfler le torse, puis à jouer le rôle, mais ça, c'est le pire ennemi de la mobilisation des équipes. Là. Mais c'est tricky ce que tu dis là. Parce que, puis tu l'as vécu un peu quand même, toi aussi, là, plus que moi, certainement. Là. T'as pas fait pour devenir une rockstar, mais on finit par t'inviter dans des chambres de commerce, dans des panels, dans des espèces de conférences, dans des patentes, pour te dire « Wow, mais... » Tu parlais de Nicolas Duvernois, c'est ça pareil. On le sent, le gars humain, mais jusqu'à quel point il a pas besoin de... Il est obligé, en fait, de jouer la carte du gars qui doit montrer que lui a réussi, que tu as un success story, le gars, là, tu sais. On n'a pas le choix d'aller là. Puis en même temps, c'est un influenceur, les gens l'écoutent, écrit un livre, écrit un autre livre. On veut ça. On veut que tu développes ton ego. On nourrit ça. Puis on va te le demander anyway. Là. Parce que les gens n'achètent pas, tu sais, tant que ça, pur vodka. Souvent, ils vont acheter Nicolas Duvernois, ils n'achètent pas tant Buddha Station, ils vont acheter Christian Genet aussi. Exact. Je ne sais pas si c'est propre à toutes les entreprises qu'on peut rencontrer, mais on en rencontre beaucoup. C'est dur de faire « Oh, attends, je le fais, mais... » Tu sais, un gars comme Ricardo au Québec, là. C'est même son nom, en fait. C'est juste le nom. C'est sa business, tu sais. Comment ça pour te séparer de ton ego quand c'est ta business? Ouais, c'est ça. Non, t'amènes des bons points, puis la variable, elle est mince. Mais tu sais, est-ce que je le fais avec fierté ou je le fais par ego? Ah, ça, c'est bon, tu sais, il y a comme cette espèce de notion-là qui nous a amenés pour nous éclairer là-dessus. Ouais. Parce que la ligne, elle est mince, mais elle n'a pas la même signification du tout. Fait que l'idée, c'est est-ce que j'ai une colonne, je suis fier de mon produit, puis un peu comme on avait un Christian ce matin qui nous a parlé fièrement de son produit. Mais il était tout le temps le premier à ramener son équipe, avouer ses erreurs. Fait que là, c'était pas son ego qui était devant, c'était sa fierté. La fierté de Christian Genet positionnait Buddha Station ce matin. OK, fait que t'es en train de me dire que t'aurais bien beau m'inviter à 44, 47, 48 conférences, si au moins à chaque fois que quelqu'un me pose la question, mais toi... Pierre-Luc, toi, là, t'es bon. Je dois faire l'effort. Ce que tu me dis, c'est que je dois faire l'effort de toujours ramener ça à mon équipe, à mon produit ou à mon organisation? Non. Si c'est un effort, c'est parce que tu le fais par ego. C'est bon. On s'entend? Mais moi, j'essaie de penser à mon pop-up qui va monter dans la tête. Là, on flatte mon ego, je l'accepte. Ça doit être dur, tu comprends, tu sais? Mais j'ai l'impression que non. Parce que dans le sens que je pense qu'à un moment donné, l'espèce de... Parce que... Mon Dieu, on va où avec ça? Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est une bonne idée. On idée. dirait que je suis en train d'accoucher. Il y a une douleur. Vas-y. Je m'en allais où avec ça? C'est parce que c'est comme expliquer un peu la notion de... Tu sais, l'humilité, ça se... Tu y penses pas pour être humble. Ouais, c'est bon. OK, je pars. Fait que, non, je pense pas, Pierre-Luc, honnêtement, que c'est forçant de mettre de côté son ego. Est-ce que c'est forçant d'être humble à quelqu'un qui est humble? Non, c'est de façon intrinsèque. Ça va être des réflexes. Il y en a qui l'ont, mais tu dois l'apprendre. Tu sais, si tu l'as pas. Ouais, mais tu vas l'apprendre, mais tu peux l'apprendre à la dure. Mais tu vas l'apprendre. Ouais. On s'entend? Ouais. T'as la personne qui va mettre son ego devant, qui va avoir perdu toute son équipe, il va tout détruire sur son passage, puis il va toujours rester avec son ego. Oui, ça existe. C'est pas un leader, c'est pas un entrepreneur. OK? Lui, c'est une rockstar, c'est un one-man show qu'il fait.
Fait que c'est pas le genre d'entrepreneur qui va créer une belle relation d'équipe, qui va créer une chimie. Ça va être souvent un entrepreneur qui va avoir un taux de roulement, tu le sais. On le voit dans les organisations. C'est fou. OK? Ouais. On le voit clairement. Regarde le taux de roulement d'une entreprise, puis regarde la haute direction. Souvent, il va y avoir une corrélation. C'est sévère ce que tu dis là, mais c'est un peu vrai. Mais, attends, je précise. Parce que j'ai vu aussi une équipe avec un taux de roulement incroyable, une haute direction humble comme c'est incroyable. Mais l'affaire, c'est que l'énergie de la haute direction, elle passe dans un process de gestionnaire qui se gonfle le torse. Puis finalement, c'est plus l'énergie de la haute direction que l'employé ressent, c'est des gestionnaires qui font des power trips. Fait que c'est pour ça que, honnêtement, c'est important que si un gars comme Christian Genet, où l'humilité prend beaucoup de place sans mettre de côté sa fierté, s'assure que ses gestionnaires transmettent le même message et la même énergie, les mêmes valeurs, puis que ça ne se perde pas dans le pipeline. Puis c'est souvent ça qui arrive dans les grandes organisations. On engage des gens pour leur talent, on les met gestionnaires pour leur skill, mais on oublie de regarder leur capacité de gérer humblement. Ah, c'est bon, ça. Puis ça l'amène au deuxième point, ce que tu dis là, parce que jusqu'à quel point ça peut pas faucher l'intensité d'une équipe, tu sais, que de voir quelqu'un jouer au coq en avant, là, mettons, là, juste utiliser son ego. On dirait qu'on a tout le goût de faire la même affaire, puis là, c'est là que le monde sont pas mal plus en mouvement et moins en progrès. Tellement. Ça m'a frappé quand il a dit ça. Puis il l'a dit pour une bonne raison, c'est que il y en a qui vont courir comme des poules sans tête, comme on dit, là. Puis moi, ça m'étonne toujours, parce que les vidéos de ça sur YouTube, là, tu vois vraiment des poules sans tête courir, ça existe. Là. Il y a comme cette espèce de... Il y a comme des réflexes de nervosité qui font que faut que je cours, mais je sais pas pourquoi, là, tu sais. Puis dans nos organisations, si c'est possible, c'est là. Est-ce que votre monde sont en mouvement ou sont en progrès? Ça m'a frappé. Puis honnêtement, ça, je vais la garder, cette phrase-là. Parce que, tu sais, souvent, on va parler à quelqu'un, ça peut être même moi au sein de mon équipe ou dans un coaching avec un client, puis il va dire, ouais, mais Martin, on est à côté. À côté, quand est-ce qu'on fait ça de la culture d'entreprise? Puis quand est-ce qu'on prend une pause? On est à côté, on a des... Mais, tu sais, là, je trouve que c'est la bonne façon de le visualiser. OK, tu bouges-tu? Oui. Mais tu progresses-tu? Ton employé qui dit qu'il est dans le jus, il est-tu en train de courir puis de bouger, de se déplacer, mais il fait juste déplacer de l'air? Il continue ou il progresse? C'est ça. Tu sais, fait que là, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on réalise pas que des fois, on court, on reste au même niveau. Puis il n'y a rien de plus frustrant puis démobilisant que de courir sans progresser. Tellement. Quand tu y penses, hein? Exactement. Imagine le gars, il veut courir puis il veut s'améliorer. Il n'est jamais capable de dépasser le 5 km. Tu sais, c'est le fun, ça. Ça donne rien de courir. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on aime-tu mieux courir puis faire du surplace ou marcher puis progresser? Tu sais, là, c'est ça, dans le fond, la notion, là. Des fois, ça vaut la peine de prendre un pas de recul, ralentir un peu certaines affaires, ralentir un peu la machine, mettre de l'énergie à bonne place. On va faire un pas devant, mais on va progresser. On va monter des escaliers. T'es-tu sur un tapis roulant? Ouais, c'est ça. Ou t'es sur la route directe puis tu vois d'autres paysages, là? C'est ça. Tu sais, pour un employé autant que pour un employeur. Pour quelqu'un qui est trop centré sur son ego aussi, là, ça peut faire la différence, là. Puis ça, j'ai trouvé que c'est vrai que, honnêtement, là, on regarde notre organisation d'un regard honnête, là. Puis c'est probablement nous, c'est pas de la faute de l'employé, c'est probablement nous le responsable. On l'a mis dans un rôle où il se déplace puis il bouge, puis on lui a mis toute autre tâche connexe dans sa cour, là. Il bouge. Il est à côté. Mais il n'aide pas à progresser ton organisation. Ouais, puis il progresse pas lui-même. Ouais, c'est bon, ça. Fait que, honnêtement, culture, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de faire un lien. Puis j'ai aimé sa cible, toujours. Je sais pas si tu as remarqué, Christian Genet, c'est toujours ça. Quand vous allez le liker, pas le liker, mais devenir ami avec lui sur LinkedIn, lire ses posts, c'est ça. C'est toujours pour faire progresser quelqu'un, pour arrêter qu'il fasse juste courir pour rien, c'est de lui rappeler la vision. Exact. T'sais, lui, c'est toujours ça. Rappeler la vision, ça veut dire que tu regardes au loin, puis tu t'appuies sur tes valeurs. Hein, lui, il a ses 4 valeurs. T'sais, lui, là, il regarde au loin, puis il s'appuie sur quoi? Regarde la vision, s'appuie sur ses valeurs. C'est fou comment c'est comme son sandwich qui permet d'être puis d'être tellement convaincu de ses valeurs qu'on ne cherche pas à être populaire. Ah, c'est bon. Ça. Cette notion-là. OK, si pour me faire des amis, je dois transiger une valeur. La tasser, tu veux dire? Hein? Oui, pas transiger. Ben, mettons. Là. Bon, on pourrait dire ça. Ben non, mais c'est correct, la transiger. C'est-à-dire la remplacer pour autre chose. Oui, exact. Je comprends ton point. Je dois, pour séduire une équipe, faire outre à une valeur ou de faire une entorse à une de mes valeurs, mais j'ai l'air du boss cool. Mauvaise réponse. Ah, c'est bon. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en ce moment, cherchent à devenir cool pour garder notre monde. Ils pensent que
S'ils perdent leur monde, c'est parce qu'ils sont pas cool. Ouais. Attends un peu, il y a une limite entre faire une mauvaise gestion, des mauvais réflexes de gestion et devenir cool. On cherche pas, nous autres, quand on coach les entreprises, à les rendre cool. Ouais. Non. Mais d'être des bons visionnaires, puis avoir des bons réflexes de gestion. Puis oui, ça va nous amener à faire preuve de courage managérial, puis de prendre des décisions qui vont être rough. Mais que toute l'équipe va voir que c'est cohérent et c'est assumé. Fait que cette espèce d'assurance-là de gestion qui nous amène à prendre des décisions difficiles, mais qui va nous permettre de garder la confiance de notre équipe parce qu'ils ont confiance en notre vision. Puis ils savent que quand on s'en va là, on va y aller. Puis j'aime ça avec Christian parce que t'as raison, tout ça, là, cette espèce de rappel-là, ça l'empêche pas pantoute d'être cool, d'être, tu sais, il est sharp ce gars-là, il est toujours bien habillé et fier, là, on s'entend. Puis tu pourrais mélanger entre fierté et fraîchier, tu sais, il y en a qui font ce lien-là. Ouais, zéro. Puis ce gars-là, tu le rencontres la première fois, tu fais comme, bon, check le fraîchier, puis tu t'en aperçois quelle humilité, quelle force vive, ça l'empêche pas pantoute d'arriver avec ces choses vraiment nice, son style, c'est vrai, son style, Exact. mais de voir qu'il le fait pas, tu sais, il peut être fier, Authentique. il peut être sharp, mais en même temps, je le fais pourquoi, par exemple, gang? Oh, tu sais. Exact. Pour une de ses 4 valeurs, tu veux pas rebelle, excitant, tu sais, c'est partie de ce qui Il est l'image de ses valeurs. Exactement. C'est un gars excitant. Il y a une couleur. Ouais, c'est ça. Il est pas beige. Hein. Exactement. Mais ça change pas que ces valeurs profondes d'humilité humaine sont là. Puis moi, je serais pour toi, là, mais pendant le flop, autant qu'à chaque fois que je le rencontre, ce gars-là, je sens jamais que je cours pour rien avec lui, je progresse. Exact. Tu sais. Merci, Christian Genet. Tu nous apportes encore de bonnes choses, et comme toujours. Hey, merci Martin, c'était cool. Un autre bon lab, j'espère que vous appréciez ça. Dan, c'est tout. On sonne la cloche dans pas long. Je vous remercie d'avoir été, comme d'habitude, à l'atelier 4771 avec H2O Web Media. On vous présente ça sur toutes les super belles plateformes, dont YouTube. Si vous voulez avoir l'air, si vous voulez voir ce que a l'air Christian Genet dans son style, allez le voir. Ouais, allez le voir, ça va à peine. Je sais pas si on voit ces choses à la caméra. Hein? Ouais, je pense pas. Je sais pas. Oui, on les voit. Ah, ça c'est bon. Juste pour ça, ça va à peine. Checker ces choses. Hey. On les voit-tu? Yeah, ouais, Okay, on voit une jambe, c'est bon. Au plaisir, gang. On se revoit pour un prochain Flab Lab.